Un garçon se réveille avec une gifle. Son père était déçu, disant qu'il était la honte de la famille. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Euron pouvait maîtriser tous les arts martiaux du monde. Dans le royaume en crise à la frontière nord et l'avancée de l'armée, son duc, Élion, est stupéfait, criant que c'est incroyable. Des zombies se lèvent et marchent vers eux. Élion remarque que leur nombre dépasse son imagination, et ils apportent les cauchemars de brume toxique. Un soldat dit au duc de regarder en haut, et il est surpris. Même un chevalier de la mort, Durian, est parmi eux. Même parmi les 10 chevaliers de haut niveau qui se battent pour les vivants, personne ne pouvait garantir la victoire contre lui. Il dit qu'avec leur force actuelle, ils ne peuvent pas gagner, et ils devraient se retirer pour tenir une seconde fois. Élion répond qu'ils ne peuvent pas, car le mur est déjà endommagé, et si la porte tombe, leur royaume sera fini. Peu importe le sacrifice qu'ils font aujourd'hui, ils doivent les retenir. Mais alors, quelque chose se précipite à leur côté. Un jeune homme monte son manteau cramoisi balayant le champ de bataille. Élion se demande qui avance si imprudemment, et le soldat le reconnaît. C'est le renfort du sud, les rochers marquent le 8, les rochers d'Huron. Le seul qui se bat avec des dagues. Le soldat essaie de dire que son adversaire est Durian. Une simple dague ne pourrait jamais causer de dégâts tant que l'arme n'est pas enfoncée dans le zombie. Il s'enfonce, coupant le corps du mort-vivant. Alien est surpris, et le chevalier se demande si Durian était en train de fusionner. Il veut savoir comment c'est possible. Alors qu'Euron gelait ses dagues, chacune frappe les zombies et commence à dissoudre leur forme monstrueuse, les faisant fondre en un seul coup, faisant se demander aux gens s'il est un saint envoyé des cieux. Irène pense qu'ils sont ridicules. C'était simplement tout ce qui était bon pour le corps qu'il prenait pour lui-même. 6 mois plus tôt, le jeune homme se réveille soudainement. Il se demande où il est alors qu'une femme de chambre approche le jeune maître. Euron lève la tête et dit qu'elle est belle, mais ses vêtements sont étranges et elle porte une épée. La femme demande comment se sent le jeune maître parce qu'elle allait appeler le prêtre cette fois. Euron tend la main en attirant l'attention de la femme disant qu'il veut juste demander quelque chose, mais la fille est déjà partie. Il sort du lit se demandant où diable il est jusqu'à ce qu'il regarde sur le côté en voyant sa grosse silhouette dans un miroir. Il se demande où est passée sa jeune et belle forme et pourquoi il s'est transformé en un gros enfant. Incapable de comprendre cela, le jeune homme essaie de se convaincre que tout cela est un rêve. Et s'il dort à nouveau, peut-être qu'il se réveillera. Le prêtre approche et dit que le jeune maître s'est enfin réveillé. Pendant ce temps, un homme entre dans la pièce et l'appelle un bâtard parce que la honte qui a sali le nom de sa famille s'est enfin réveillée. Le prêtre dit à son seigneur qu'il vient de se réveiller, et la punition peut attendre. L'homme grogne un peu, et le prêtre dit que pour quelqu'un qui l'a battu jusqu'à l'inconscience, il n'est pas très blessé. Son esprit est stable, et la plupart de ses blessures sont guéries, ce qui est un soulagement. Cependant, le seigneur crie qu'il le préfère mort. Parce qu'il a essayé d'agresser sa fiancée, c'est une bête. Il a 19 ans maintenant, et il est temps de grandir. Même son jeune frère a éveillé son aura, mais le frère aîné est toujours gros et sans une once d'énergie. Euron répète cela complètement choqué. Le seigneur se tourne, avertissant qu'une fois qu'il se sera rétabli, il devra aller la voir et implorer son pardon. Yaron la répète, et son père répond que c'est sa femme, et si elle ne lui pardonne pas, il sera vraiment puni, lui demandant s'il comprend et le protagoniste accepte. Le seigneur déplore qu'en tout cas, il doit cesser de faire honte à leur nom de famille. Yaron tremble de peur, se demandant si c'est son identité. Donc, il doit être Wellington Rock. Le seigneur est surpris d'être appelé par son nom, le traitant de morveux et le giflant au visage pour avoir été assez audacieux pour appeler son père par son nom. Le grand gars a été battu pendant plusieurs secondes. Le prêtre essaie de calmer son seigneur mais sans succès. Irène pense que ce n'est pas possible. Ce doit être un rêve. Reprenant conscience après un certain temps, il se lève en sursaut. Il se demande pourquoi il ne s'est pas réveillé dans le monde réel. La femme approche en demandant s'il est enfin réveillé. Irène appelle Eren et la femme répond, mais elle devient confuse quand il n'établit plus aucun contact. Le protagoniste demande s'il est coincé là parce qu'il a déconné avec Ilia et qu'il a été assommé. Eren confirme, mais demande pourquoi il parle soudainement si poliment. Euron est d'accord et demande s'il s'est vraiment fait battre comme ça. La femme confirme, ajoutant que pour être précis, il a agressé Lady Ilia, et elle l'a battu jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Le protagoniste maudit sa vie laissant la fille perplexe alors qu'il crie qu'il est foutu parce qu'il n'y avait aucun doute. D'une manière ou d'une autre, il avait été transmigré dans le roman web qu'il avait écrit. Mais pas en tant que protagoniste, mais en tant que méchant poubelle qui fait honte au personnage principal et perd misérablement sa vie, se plaignant que cela ne pouvait pas être son destin. Eren appelle sa jeune maître, mais il continue de paniquer en disant que ce n'était pas un webtoon, un mot inconnu de la femme. Euron pense que le corps qu'il possédait était une poubelle inutile. Aucun talent, aucune compétence, aucun effort, vivant uniquement pour le prestige de sa famille. Il perd sa fiancée au profit du protagoniste. Il essaie de tendre une embuscade au protagoniste pour se venger, mais se fait à nouveau battre à la place, et il perd pathétiquement sa vie dans une ruelle anonyme. Euron se demande comment il survivra dans un monde aussi incertain, réfléchissant que c'est un monde fantastique, et il n'a aucune idée des capacités de ce gros type. Mais au moins,
il connaît les rencontres fatidiques et les objets que le protagoniste n'a pas encore obtenus, alors il décide de se préparer rapidement alors qu'il s'assoit sur le lit. Il est gêné par le centre de gravité mal géré de son corps lourd. Eren demande si le jeune maître va bien. Auron répond, certainement pas, mais remarque quelque chose de différent. La fille lui dit qu'il devrait se reposer. Le protagoniste pense qu'il ne pouvait pas le voir avant, mais c'est pourquoi il a froncé les sourcils plus tôt. Un écran système était à côté d'Eren. Il dit que les capacités de la fille sont l'épée rapide, le miroir de l'esprit clair et l'adaptation de l'aura. La fille appelle le jeune maître une fois de plus. Jiren le nie, disant qu'il était fou pendant quelques secondes, mais qu'il va bien maintenant, et qu'elle devrait s'occuper de ses tâches. Eren accepte et se tourne pour partir tandis que le protagoniste la regarde. Il réfléchit à l'épée rapide. À l'origine, Eren était un personnage beaucoup plus fort et plus talentueux que les chevaliers ordinaires, mais il veut savoir ce qu'est cette affinité, qui est à zéro. Il se demande si c'est un jeu de simulation de rencontre et si c'est apparu parce qu'il a trop joué à ce genre de jeu. Il veut savoir quel genre de construction de monde c'est. Le protagoniste réfléchit un peu en considérant le comportement normal d'Irene et l'affinité non négative. Mais ce n'était pas le plus important. Voyant son propre corps dans le miroir en attendant que l'écran du système apparaisse, il crie oui et regarde son écran de statue avec la compétence d'œil de création et les 4 cieux du clan Tang. Pensant qu'il a des capacités spéciales, mais parmi elles, la compétence des 4 cieux du clan Tang. C'était de ce webtoon Wuxia qu'il adorait parce que l'héroïne était extrêmement belle. C'est le clan spécialisé dans les poisons et les armes cachées. La construction du monde était un mélange, mais il décide d'attendre. Parce que s'il acquiert les arts martiaux des 4 cieux du clan Tang, il aura une grande chance d'y survivre. C'était un art martial d'une secte renommée dans la province des 4 cieux dans les romans de Wuxia, connu pour divers poisons et spécialisé dans l'assassinat silencieux. Il se demande pourquoi c'est ici si c'est censé être un monde de fantaisie médiévale, mais cela signifie qu'il peut débloquer ses capacités. Wellington se dirige vers sa chambre jusqu'à ce qu'Aaron appelle son seigneur. Il demande si son fils s'est réveillé, et la fille confirme. Wellington demande à quoi il ressemble. Aaron répond qu'il ne semble pas encore complètement bien. Il est tombé en essayant de se lever, et son état général semblait mauvais. Wellington dit que le père Elio lui a dit que la blessure n'était pas profonde, mais son fils semblait un peu étrange. Parce qu'avant, si on lui avait dit de supplier Ilia de lui pardonner, il ferait une crise de colère, mais maintenant il l'a étrangement accepté. Sa personnalité n'a pas changé. Il était juste abasourdi. Demain, il serait probablement furieux, cherchant à se venger d'Ilia. Eren dit que son jeune maître ira progressivement mieux. Wellington se détourne, agacé, laissant la fille choquée. Il dit que même lui, son propre père, avait renoncé à lui. Mais la fille croyait encore. Il devrait se sentir mal pour la fille et la laisser vivre sa vie de chevalier, se demandant combien il était difficile de rester sous lui. Mais Eren pense que non. Parce qu'aujourd'hui, le jeune maître semblait différent d'une manière ou d'une autre, et c'était difficile à expliquer. Plus tôt, Eren a crié, demandant de quoi il parlait. Le protagoniste a répondu qu'il voulait juste faire un peu d'exercice, et elle devrait lui montrer le chemin. Eren s'est demandé s'il allait vraiment s'entraîner maintenant, et Irene a confirmé, demandant quel était le problème. La compétence d'œil de son créateur lui permettait de voir les statues, mais il n'avait aucune idée de comment débloquer les arts martiaux du clan Tang du Sichuan. Peut-être que c'était dû à son obésité, donc pour l'instant, il allait juste faire de l'exercice jusqu'à ce qu'il trouve un moyen. Niren pensait que ce manoir était gigantesque, de la taille de plusieurs stades, et il était déjà épuisé. Mais s'il essayait de faire de l'exercice dans sa chambre, sa graisse reviendrait simplement au lit. Il avait définitivement besoin d'arrêter de faire de l'exercice à la maison. De plus, tous les serviteurs rencontrés montraient un dégoût extrême envers lui. Mais considérant comment l'urine était avant, il ne pouvait pas leur en vouloir pour ça. Ils ont continué à marcher, et l'urine a demandé s'ils étaient déjà proches. Aaron a répondu qu'ils étaient presque arrivés. C'était le 3e centre d'entraînement et la plupart des chevaliers utilisaient les premiers et deuxièmes. Yaron a soudainement remarqué quelqu'un devant lui. Il a vu que l'affinité était de -91 avec des chances de l'envoyer dans son cercueil. Cet homme était Reka Oléan, qui a interpellé le jeune maître en demandant ce qui l'amenait à son centre d'entraînement. Yaron l'a reconnu immédiatement, et l'homme a ri, disant que c'était un honneur que le jeune maître se souvienne encore de lui. Yaron s'est affligé et a regardé l'épée surpris, puis il a soudainement appelé Eren. Il a demandé si quelque chose s'était passé entre eux. Eren a demandé s'il ne se souvenait pas. Il y a quelques années, quand le Mark l'a forcé à s'entraîner, le jeune maître furieux a traité Reka d'écuyer. Reka a balancé son épée en riant, et après cela, le Mark a renoncé à le faire s'entraîner. Yurin a crié que c'était sans espoir. Reka l'a regardé du coin de l'œil, pensant, ce morceau de rien sans espoir. Yurin a décidé qu'il s'enfuirait. Il voulait savoir s'il y avait un autre centre d'entraînement, car il souhaitait en utiliser un seul. Eren a dit que c'était le 4e hall, mais c'était si loin et les matériaux étaient pauvres, donc il était probablement vide. Yurin a répondu que c'était parfait et qu'il devrait y aller parce que s'il allait perdre du poids, il avait besoin de le faire correctement.
Le garde du corps a accepté et lui a dit de suivre. Elle lui a montré le 4e centre d'entraînement, et Irène respirait fortement à cause de la marche. Il a baissé les yeux, voyant une table d'équipement, et a pensé que le clan Tang du Sichuan était spécialisé dans le lancer de couteaux. Alors il a décidé qu'il devrait essayer de regarder les cibles devant lui. Irène a visé l'une d'elles et a déplacé le poignard à la hauteur de son visage. Reculant son bras, il l'a lancé de toutes ses forces. Mais le poignard a simplement rebondi sur le sol, ne parvenant pas à atteindre sa cible. Il s'est plaint d'avoir pensé qu'il pouvait le débloquer, mais il a ensuite remarqué Irène derrière lui. Alors il a trouvé une excuse en disant qu'il était juste en train de jouer. Il devrait d'abord développer l'endurance de base et a décidé qu'il courait plusieurs fois autour de la salle. Il s'entraînerait seul pour qu'Irène puisse faire ce qu'elle voulait. Alors qu'Irène remettait en question cela avec incrédulité parce que Yaron était allé sur le terrain d'entraînement et avait commencé à travailler dur. C'était étrange, et il s'est demandé combien de temps cela durerait. 3 semaines se sont écoulées, et le Seigneur a dit que pendant 3 semaines entières, il n'avait pas arrêté de s'entraîner. Le jeune homme avait perdu beaucoup de poids, et son apparence avait changé de manière notable. Comme on pouvait s'y attendre de son fils, sans toute cette graisse, il était vraiment beau. Il se demandait s'il avait vraiment mûri. Dans le château du protagoniste, il pensait avoir perdu beaucoup de poids, mais la technique du clan Tang du Sichuan refusait de se débloquer. Il essaierait pendant un mois, et si cela ne fonctionnait pas, il volerait simplement certaines des rencontres chanceuses du protagoniste. Eren est soudainement arrivée en disant qu'elle avait apporté le dîner, et le jeune homme l'a remercié. C'était de la soupe chirine, un repas riche en nutriments excellents pour brûler les graisses et développer les muscles. Irène s'est plaint de la nourriture et Eren lui a demandé s'il en était fatigué. Le protagoniste a confirmé qu'il n'avait rien mangé d'autre pendant 3 semaines entières, et la jeune fille a interpellé le jeune maître. Elle voulait savoir ce qu'il voulait vraiment, perdre du poids ou devenir un chevalier. Oron a répondu qu'il souhaitait devenir un chevalier, et Eren a dit que dans ce territoire, même le puissant marquis mangeait de la soupe chirine après l'entraînement, donc le jeune maître devrait arrêter de se plaindre. Il devrait simplement manger la soupe tout de suite. Yaron a accepté les ordres à contre-cœur. Il pensait qu'il vivait et apprenait, mais il se demandait quel genre de vieille coutume c'était. En tout cas, cette soupe l'avait aidé à perdre de la graisse, alors il allait juste la manger pour l'instant. Il en a pris une cuillerée et l'a portée à sa bouche. Yaron a remarqué quelque chose de différent et s'est demandé ce que c'était. Parce qu'aujourd'hui, la soupe chirin avait un goût un peu différent. Un écran système est apparu devant lui l'avertissant qu'il avait ingéré du poison, mais une autre notification est également apparue en séquence. Le protagoniste avait rempli la condition pour débloquer la compétence du clan Tang du Sichuan. Cette capacité avait été débloquée, laissant le protagoniste totalement incrédule. Soudain, Lamarck a remarqué quelqu'un frapper à sa porte et lui a dit d'entrer. C'était sa femme qui annonçait qu'elle avait apporté du thé. Kana, sa seconde épouse, a demandé ce qu'il regardait avec tant d'attention. Wellington a répondu qu'il pensait juste à la beauté du jardin. Kana a dit qu'elle s'en occupait personnellement avec beaucoup d'attention, et son mari a parlé de ses compétences admirables. Mais sa femme l'a soudainement tenu, se demandant quand il choisirait Colin comme son héritier comme il l'avait mentionné auparavant. Puisque c'était déjà décidé de toute façon, il serait bon de le faire rapidement. Wellington a résisté à l'étreinte et a interpellé Kana, l'avertissant que cela prendrait un peu plus de temps. Kana a demandé pourquoi puisqu'il avait dit qu'il le nommerait le mois dernier. Le seigneur a confirmé, mais elle avait probablement entendu aussi. Récemment, il semblait qu'Urin avait enfin repris ses esprits, et il était le fils aîné de la maison Rock. S'il faisait vraiment l'effort, il pourrait être un bon successeur. Kana a dit que c'était vrai, et elle en avait beaucoup entendu parler aussi. Elle était inquiète, mais il semblait s'être remis au moins, ce qui devait être un soulagement pour son mari. Willanton a dit que c'était drôle de penser qu'après avoir été battu par sa fiancée, il s'était vraiment réveillé. Mais Kaina s'est demandé ce qu'il allait faire au sujet du successeur. Le seigneur a répondu que Urin ne s'entraînait que depuis 3 semaines et qu'il valait mieux surveiller un peu plus longtemps. Mais il a promis que si Urin revenait à ses anciennes habitudes, il donnerait immédiatement le titre d'héritier à Colin. Kana a dit qu'elle allait d'abord dans sa chambre, et qu'il devrait finir son travail rapidement. Quittant enfin la chambre du duc, elle s'est mordu la lèvre de colère. Elle a appelé le nom d'Irène et lui a dit d'attendre et de voir. De retour dans sa chambre, le protagoniste a été impressionné d'avoir débloqué la compétence. Il a ensuite déclaré que la famille Tang du Sichuan était spécialisée dans le poison, et que la condition pour la débloquer était d'ingérer du poison. S'arrêtant pour réfléchir, il a regardé à nouveau l'état de la soupe. Il y avait une icône, et il voulait savoir ce qu'il y avait au-dessus. En le regardant, cela a fait défiler le texte vers le bas. Il a vu qu'il montrait même une herbe de Aignan utilisée pour la paralysie. Le jeune homme semblait excité, et Aaron avait l'air perplexe, voulant savoir pourquoi le jeune maître ne mangeait pas. Urin a répondu qu'il mangerait et a porté une autre cuillerée à sa bouche. En mâchant, il a réfléchi un instant de plus, se demandant qui y avait mis le poison, car l'urine n'était généralement pas vaincue par le poison. Quelque chose avait changé le cours de l'histoire, et maintenant qu'il y pensait, quelque chose ne s'était pas encore produit.
Il se souvenait de son père aux côtés de Colin. Il se demandait pourquoi son père n'avait pas encore officiellement nommé Colin comme héritier, et si c'était parce qu'il avait commencé à s'entraîner. En tout cas, ceci et la nourriture venaient probablement de ce côté-là, avalant la dernière bouchée. Soudain, un autre écran système est apparu devant lui. Il avertissait que les conditions pour le poison de paralysie faible avaient été remplies. Le jeune homme a annoncé qu'il avait fini de manger. C'était si bon que ça me donne envie de pleurer. Aaron était choqué. Irène a dit qu'il voulait être seul pendant un moment et a demandé si elle pouvait partir. Le garde du corps a simplement accepté. Elle lui a dit de se reposer car elle le verrait demain, et Irène a accepté, lui souhaitant bonne nuit. Quand elle a quitté la pièce, le jeune homme s'est tourné vers le miroir. Il a dit qu'il allait maintenant vérifier le clan Tang du Sichuan. Il a ordonné à l'œil du créateur d'apparaître immédiatement. Le système a montré son statut dans le taux de synchronisation, qui avait chuté à 97. Irène a dit que c'était une interface intelligente. Et s'il se concentrait uniquement sur la partie avec une icône plus, il a vu qu'il avait maintenant des compétences en poison, en arts martiaux et en armes cachées. Tout d'abord, il a décidé qu'il allait vérifier cela. Seule la compétence de paralysie du blé était déverrouillée, mais il n'avait aucune technique interne. Le protagoniste a dit qu'il y avait beaucoup de poison et qu'il devrait faire défiler aussi loin qu'il le pouvait jusqu'à ce qu'il voie que le poison final était l'invisibilité. Cela signifie qu'il doit d'abord déverrouiller les premiers car c'est un système à niveau. Pour atteindre la capacité la plus élémentaire avec la paralysie, il a besoin d'une technique interne. C'était logique car le clan Tang du Sichuan utilisait l'énergie interne pour stocker les poisons, et maintenant il allait vérifier les arts martiaux. Il y avait 3 options d'arts martiaux, les arts du poison noir, l'aiguille du tonnerre et l'énergie divine de 10 000 poisons. Irène a dit que c'était un choix facile, surtout pour un fan de Wuxia. Les arts martiaux du poison noir se concentrent sur le poison. L'art martial de l'aiguille du tonnerre se concentre sur l'équipement caché, et la technique de l'énergie divine de 10 000 poisons prend plus de temps à améliorer, mais elle lui permet d'améliorer à la fois son poison et son équipement caché. Choisissant cette technique tout de suite, le système a canalisé de l'énergie en lui. Irène a dit que c'était incroyable. Les mantras de la technique étaient simplement gravés dans son esprit. Il devait essayer de faire circuler l'énergie tout de suite. Enlevant sa chemise et s'asseyant sur le lit, il a rassemblé l'énergie dans son danchin. Le jeune homme a remarqué un flux étrange dans tout son corps. Ça doit être Kuei. Il devait le guider à travers ses méridiens et le stocker dans son danchin pour développer sa force intérieure. Le lendemain, le jeune homme termina sa concentration. Il s'exclama que c'était incroyable. Ses romans d'arts martiaux ne mentaient pas sur l'entraînement toute la nuit sans dormir. C'était la réalité, et il ne se sentait pas fatigué du tout. Mais le fait était que son corps était plein d'énergie. Il pouvait sentir un flux de huée autour de lui. Il pouvait dire combien d'oiseaux étaient à l'extérieur de la fenêtre sans même regarder. Il sentait aussi une énergie chaude dans son dantian, et maintenant, s'il faisait circuler du Kuei dans sa tête sans miroir, la fenêtre d'état s'ouvrirait, montrant qu'il avait une étoile dans la technique. Le protagoniste sentit une aura familière devant la porte. Il regarda là jusqu'à ce qu'Eren l'ouvre, appelant son jeune maître alors qu'elle était venue le réveiller. Mais puisqu'il avait l'air intact, il n'avait pas dû dormir. Eren répondit que c'était arrivé comme ça. Elle répondit que ce n'était pas bon et qu'il devrait se reposer pour l'entraînement d'aujourd'hui. Le protagoniste le nia, disant qu'il y allait déjà. Il se sentait incroyable et était en pleine forme, donc il devait s'entraîner. Aaron acquiesça et l'informa qu'elle préparerait d'abord le petit déjeuner. Elle quitta la pièce se demandant quand le jeune maître avait commencé à gagner des muscles. À l'extérieur des terrains d'entraînement, Yaron s'approcha des poignards sur la table. Il murmura, « C'est vrai », en ramassant un poignard. Il se prépara à lancer, mais remarqua alors quelque chose de différent. Devant ses yeux se trouvait un réticule, comme dans les jeux de tir à la première personne. Ainsi, il viserait précisément la cible. Bougeant son corps rapidement pendant qu'Eren regardait, inquiète, Euron lança l'arme, et elle atteignit la cible, libérant une aura violette. Il dit alors qu'il l'avait vraiment fait, et la garde fut impressionnée. Le protagoniste libéra également les armes cachées du système. Eren appela le jeune maître, se demandant ce qu'il venait de faire. Le protagoniste répondit qu'il ne le savait pas non plus et pensait que les résultats de l'entraînement du mois dernier commençaient à se voir. Elle répondit qu'il n'y avait pas moyen, étant complètement choqué. Yaron pensa que c'était la première fois qu'il la voyait comme ça et se demanda s'il devait réessayer. Il tint le poignard une fois de plus. Il pensa que lorsqu'il lançait quelque chose, il avait l'impression que son énergie interne jaillissait de son danchin. Et c'était bien parce que cette fois, il lancerait plus vite et plus fort. Il le lança une fois de plus sur la cible, y incrustant le poignard. La cible se brisa même. Aaron était complètement stupéfaite par cela, et le protagoniste garda un sourire sur son visage. Il pensa qu'avoir une visée comme un jeu était essentiellement utiliser un hack. Croyez-le ou non, à l'époque, il y avait un jeu à la première personne appelé Attaque de bataille, et il a remporté le tournoi de Vo Internet. Aaron demanda ce que c'était que ça. Le protagoniste voulait savoir si elle sentait quelque chose de différent chez lui, et la garde répéta sa question. Elle dit oui. Et outre le fait qu'il avait perdu plus de poids qu'hier,
elle ne pouvait pas vraiment le dire, et le protagoniste l'interrogea sur la perte de poids. Aaron confirma, disant qu'il s'était entraîné tous les jours et avait bu de la soupe chorine. Mais aujourd'hui, il avait changé plus sensiblement. Le protagoniste était confus et se demanda si elle ne pouvait pas sentir l'énergie interne circuler dans son corps. Cela signifiait que dans ce monde, lui seul pouvait utiliser l'énergie interne et personne ne pouvait la détecter, donc il avait acquis une puissance incroyable. Il gloussa, se demandant s'il devait continuer à s'entraîner. Il atteignit la cible 2 fois de suite avec une extrême facilité. Il dit que cette fois, il essaierait quelque chose de différent. Il incrusta un poignard dans le manche d'un autre. Il déclara que c'était parfait, étonnant sa garde une fois de plus. Elle demanda si elle pouvait essayer une fois. Tenant le poignard et visant calmement, la jeune fille le lança de toutes ses forces, mais il n'atteignit même pas la cible ni ne toucha le côté. Dit qu'il y avait quelque chose qu'elle n'était pas capable de faire, et la jeune fille devint frustrée. Alors le jeune homme remarqua soudainement quelque chose. Une fenêtre d'état était apparue au-dessus de sa tête. Elle avait débloqué la compétence de coupe directe. Le protagoniste répéta la partie sur le fait qu'elle était exécutable avec n'importe quelle arme. Il dit qu'il allait le tester pendant qu'Eren s'énervait parce que ça ne marchait pas pour elle. Il se demanda s'il devait essayer avec ça. Il dit à Eren de se pousser un instant. Elle demanda ce qu'il y avait dans sa main alors qu'il tenait une épée en bois cassé. Le protagoniste la leva au point le plus haut, sentant beaucoup d'énergie interne dans son corps circuler de son danchion à ses bras. Ainsi, il la lança, exécutant la coupe directe. Cette épée cassée s'incrusta au centre de la cible et brisa tout autour d'elle. Eren fut impressionné et demanda ce que c'était que ça. Voulant savoir quel genre de pouvoir le jeune maître avait, Euron répondit qu'il n'en était pas sûr et que c'était peut-être juste de la pratique. Sa garde du corps répondit qu'il était impossible que ce soit juste ça. Le protagoniste dit qu'il savait qu'elle rapportait son entraînement à son père, donc il avait une faveur à lui demander. Il voulait qu'elle garde cette affaire secrète pendant un certain temps. Aaron s'interrogea à ce sujet, et Yaron dit qu'il testait beaucoup de choses maintenant et qu'il s'expliquerait plus tard, donc elle devrait attendre. Elle accepta simplement, et ainsi la journée passa. Le personnel de la maison fit ses adieux, disant bon travail, et qu'il se reverrait demain. La même routine se produisit avec l'homme nommé Perrault qu'il accepta simplement. Marchant calmement, il changea de direction. Yaron le regarda avec une expression froide. Alors il décida d'utiliser l'œil du créateur sur lui. C'était Perrault avec 0 affinité, le pouvoir du toucher empoisonné et un mouvement agile. Dit que cette capacité lui permettait de mettre du poison dans sa nourriture, et c'était définitivement ce type. Il allait enfin passer le vrai test car la flèche flottant dans sa main allait droit sur ce type. Murmurant l'invocation du poison paralysant, son aura descendit vers ses 2 index. Pyrrhus sentit soudain quelque chose d'étrange dans son corps. Il se retourna, criant que son corps ne pouvait plus bouger. Le protagoniste s'approcha de l'homme inconscient en disant que le test était réussi. Il pouvait voir que la durée totale était d'1 heure, et il allait d'abord déplacer cet homme en le prenant sur son dos. Alors que la nuit tombait ailleurs, Perry souffrait. Le protagoniste lui dit de se ressaisir. Il voulait savoir s'il avait repris conscience et s'il savait qui il était. Perry tremblait de peur, et le protagoniste dit que s'il voulait vivre, il devait répondre correctement, lui demandant si c'était lui qui avait mis du poison dans sa soupe. Il avait quelques questions pour cet homme. Perrault devait cligner une fois si la réponse était correcte et 2 fois si elle était fausse. Il lui demanda s'il comprenait, et Perrault cligna une fois. Le protagoniste décida de redemander, voulant savoir si c'était lui qui avait empoisonné sa soupe. Perrault le regarda froidement et cligna juste une fois. Yaron demanda si le poison qui lui avait été donné était l'herbe de Hagnan. Perrault tressaillit et cligna encore une fois. Passant à la question suivante, le protagoniste demanda si celui qui l'avait envoyé était le marquis Cana. Yaron fut surpris par la réponse car Perrault l'avait nié. Il dit à l'homme de ne pas mentir car il pouvait tout dire, et s'il mentait, il ne vivrait pas beaucoup plus longtemps. Maintenant, il allait redemander, voulant savoir si mademoiselle Cana avait donné l'ordre. Perrault devint encore plus effrayé et le nia encore une fois. Le protagoniste pensa qu'il ne semblait pas mentir et voulait savoir qui c'était. Mais il allait faire semblant pendant un moment, lui disant de manger et d'avaler ceci car cela s'appelait le poison initial. L'homme avala et le protagoniste dit qu'à partir de ce moment, il lui restait exactement 1 mois. S'il ne prenait pas l'antidote qu'il possédait après le mois passé, tous ses organes fondraient. Et pour l'instant, il valait mieux suivre ses ordres. Il demanda s'il comprenait, et Perru acquiesça. Maintenant, le protagoniste toucha sa tête. Essayant de libérer le poison de paralysie, l'homme n'est plus limité. Le protagoniste lui dit qu'il peut bouger et parler maintenant, et Perru accepte. Irène dit qu'il va demander encore une fois, voulant savoir qui l'a envoyé. Perru tremble légèrement de peur, disant que c'était le commandant des chevaliers, Carax Livintide. Il avait ordonné que le jeune maître perde la vie en tant que soldat avant la fin de l'année. Le protagoniste pense que c'est le frère aîné de Kaina, nommé commandant en raison de ses relations, mais ce n'était pas important. Il tend un morceau de papier à son nouveau subordonné. Perru se demande si ce n'étaient pas tous des poisons. Le protagoniste pense que peu de gens ont des connaissances comme ce type.
Il lui dit alors que quelqu'un comme lui pourrait les acquérir sur le marché noir et devrait prendre l'argent de Karak. Il doit apporter tous les poisons en commençant par celui qu'il a déjà d'ici demain soir. Perrault demande pourquoi il a besoin de tous ces poisons. Irène répond, demandant quand il lui a donné la permission de poser des questions. Le subordonné comprend simplement avec hésitation. Irène se tourne, disant qu'il devrait partir rapidement. Et de plus, à partir d'aujourd'hui, toute sa soupe médicinale devrait contenir beaucoup d'herbes de Hénan. Perrault remet cela en question, complètement choqué. De retour dans sa chambre, le protagoniste dit que c'était incroyable, et que les arts martiaux sont vraiment forts au-delà de toute mesure. Et il est toujours tombé dans le panneau de son poison initial où il a juste ramassé plusieurs feuilles et Perrault l'a cru. Mais de toute façon, pour l'instant, il doit rapidement maîtriser les arts martiaux des 4 temps célestes. Si les choses se passaient différemment, alors il a écrit que des événements terribles se produiraient dans le monde entier. Après une journée complète, Perrault appelle le jeune maître l'informant qu'il a apporté toutes les herbes toxiques qu'il avait sous la main. Laissant du ginseng et des feuilles sur la table, le protagoniste dit que c'était de l'herbe pendante, de la vigne verte inversée, et l'autre était une feuille d'encre de corbeau. Perrault est surpris de demander comment il savait car ce sont toutes des herbes toxiques rares. Yura répond que c'est très basique et réfléchit qu'il peut voir tout cela avec la fenêtre d'état. Mais il change de sujet en demandant pourquoi Perrault avait les autres poisons si l'herbe de Hagnan suffisait pour le faire. Perrault répond que l'herbe de Hagnan prend beaucoup de temps, et si une résistance se développe, n'importe qui peut l'endurer. Si elle est mélangée à la vigne verte, les effets se renforcent. Le protagoniste résume que si les poisons sont combinés, ils deviennent plus forts et plus difficiles à détecter. Voulant savoir où Perrault a appris les poisons, Perrault dit que quand il avait 8 ans, il a été vendu à la famille Liventine et a appris d'un maître des poisons. Il y avait environ 20 enfants, mais tous ont péri, et lui seul a survécu. Yaron pense que sans affinité pour le poison, les enfants ne survivraient pas longtemps, et Perrault ne semble pas reconnaissant envers la famille. Il a donc gagné une personne utile, disant qu'il avait bien fait, et que c'était tout pour aujourd'hui. Perrault remercie le jeune maître et lui souhaite une nuit paisible. Le protagoniste est laissé seul dans la pièce, pensant qu'il était temps de commencer. Avec ces herbes toxiques-là, il allait toutes les manger, en portant une à sa bouche. Le protagoniste a l'impression qu'il va vomir à cause du goût. Son système l'avertit que tous les poisons ont été ingérés et qu'il y a un grand danger, il doit donc méditer et atteindre le niveau 2. Le protagoniste prend une profonde inspiration, essayant de se concentrer de toutes ses forces. Après une autre journée passée, Eren frappe à sa porte, lui disant qu'elle était déjà en deuil. Elle remarque que le jeune maître s'était déjà réveillé et est surprise car le jeune maître était assis sur le lit en train de méditer. Elle se demande ce qui était arrivé à son corps. Le protagoniste parvient à atteindre 2 étoiles et acquiert l'art martial du trésor draconique et 3 autres poisons. Il se réveille alors avec un sourire sur son visage. Elle veut savoir ce qui est arrivé au jeune maître, mais elle sent une odeur étrange et s'en plaint. Le protagoniste l'accepte simplement et se gratte la tête. Il réfléchit que c'était vrai. Lorsque l'énergie interne et les arts martiaux progressent d'un niveau, beaucoup d'impuretés sont éliminées du corps. Il marche alors, disant que ça sent un peu, et il devrait ouvrir la fenêtre. Eren lui demande de ne pas faire ça et d'aller directement au bain. Au fil de la journée, elle guide le chemin du jeune maître. Irène rit, voyant qu'il apprenait les mouvements de l'art martial des pas draconiques, une technique de mouvement et d'évasion optimisée utilisée par la famille Tang. Il n'arrive pas à croire qu'il apprend quelque chose qui n'apparaît que dans les romans, pensant qu'il va juste imiter les mouvements pour l'instant. Eren appelle le jeune maître et se tourne, voulant savoir pourquoi il marchait soudainement comme un ivrogne et ce qui n'allait pas avec son corps. Le protagoniste répond qu'il va bien et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter. Riant en marchant d'un côté à l'autre, Eren se demande s'il va vraiment bien parce qu'il va au hall d'entraînement aujourd'hui, et qu'il y a beaucoup de chevaliers là-bas. Le protagoniste confirme qu'il ira certainement bien. Il était juste curieux de savoir comment les autres chevaliers s'entraînent et elle n'avait pas à s'inquiéter pour lui. Eren avertit qu'ils sont presque arrivés. Les chevaliers s'entraînent avec acharnement, balançant leurs épées de haut en bas et d'un côté à l'autre. Un chevalier est surpris et se demande qui est cette personne parce que cette femme est la servante du jeune maître aîné, mais ils veulent savoir qui est le beau jeune homme derrière elle. Les gens sont étonnés de se souvenir que le jeune maître a perdu des tonnes de poids grâce à l'entraînement. Voulant savoir quel genre de magie il a utilisé pour passer d'un inconnu, le protagoniste pense que peu importe si ces gars chuchotent doucement. Son énergie interne lui permet tout entendre. Aaron montre du doigt un gars dans le couloir concentré sur l'entraînement qui semblait être un apprenti chevalier. Mais sa posture était excellente, et il deviendrait probablement bientôt un novice. Ses mouvements étaient des formes de base de l'escrime de roc, donc le jeune maître devrait observer attentivement tandis qu'Euron remarque ce type. Il s'agissait de Clyde, un personnage clé du roman qui devient le protagoniste, Ali. Il n'avait jamais écrit son passé avant d'être retrouvé. Clyde balance son épée de haut en bas et Euron pense que c'était intéressant pour lui d'être dans un endroit comme celui-ci. Une bonne opportunité se présenterait de toute façon plus tard. Aujourd'hui, les chevaliers qui avaient une affinité négative avec lui sont devenus ses sujets de test. Tout d'abord, il testera à Cheyenne, choisissant un chevalier aux cheveux violets comme cible.
Il décide de l'activer, et le chevalier le sent instantanément, tombant à genoux alors que d'autres personnes courent vers lui, voulant savoir ce que c'était et s'il devait aller aux toilettes. L'homme le nie, salivant alors qu'il essaie d'endurer la douleur. Il tombe au sol et les chevaliers crient qu'ils doivent appeler le prêtre. Mais soudain, la douleur de l'homme disparaît et son patron se demande ce qui n'allait pas. La douleur avait disparu et le patron se demande s'il plaisantait et lui dit d'aller aux toilettes. Le chevalier essaie de faire valoir qu'il souffrait vraiment de la douleur. Urine dit que c'était bien. Et cette fois, il activera le brouillard de désintégration de l'âme, qui provoque la peur et la confusion chez la cible à portée. Soudain, le chevalier entend un bang parce que l'homme en face de lui s'était transformé en un démon terrifiant. Eren voit les hommes tomber au sol, criant aux démons de s'en aller. Elle se demande pourquoi ils étaient comme ça. Dans son cauchemar, l'homme affronte un démon et un squelette essayant de lui prendre la vie, le maudissant. Mais soudain, tout disparaît. Il demande ce que c'était soudainement. Euron pense qu'il ne peut pas les laisser perdre, et c'était assez de tests pour aujourd'hui car c'était impressionnant. Alors il annonce qu'il rentrera pour aujourd'hui. Aaron se demande s'il se retire si tôt, et le protagoniste répond que c'était bruyant là-bas, et qu'il irait au hall 4 comme prévu. Sur le chemin, il rencontre une fille. Elle dit qu'un invité pour le jeune maître est arrivé. Mademoiselle Ilia Marcus était venue le voir. La femme à la fenêtre dit que cette fois, elle brisera vraiment la résistance de Yaron. Se tournant vers le protagoniste qui l'appelle simplement par son nom, la jeune fille rougit soudainement et Yaron se demande si elle est déjà arrivée. Ilia ne le reconnaît pas et lui demande qui il est. Plus tôt, lorsque la servante a appelé et a annoncé qu'Ilia Marcus attendait, le protagoniste pense que c'était sa fiancée volontaire qui venait lui rendre visite. C'était probablement cette fois-ci qu'elle a exigé de rompre les fiançailles, mais Hurin n'arrêtait pas de refuser et de lui dire de ne pas penser comme ça. Le jeune homme dit qu'on ne peut rien faire à la situation. De retour dans la pièce, le protagoniste répond que c'était lui, Hurin. La jeune fille est surprise et il dit que ça fait un moment. Elia dit qu'elle a entendu la rumeur selon laquelle il avait perdu du poids grâce à l'entraînement, mais pensait que c'était évidemment faux parce que ça ne faisait même pas 2 mois et qu'il avait tellement changé. Le protagoniste dit que c'était parce qu'il avait travaillé dur, laissant Ilia confuse. Après avoir été battu, Yaron s'est battu pendant longtemps, puis il a décidé de changer sa vie. Ilia a demandé s'il voulait se battre pour se venger, mais le jeune homme a refusé. Il s'est agenouillé reconnaissant envers elle parce qu'elle l'avait aidé à reprendre ses esprits, il était vraiment désolé pour ce qui s'était passé. Il a dit qu'il accepterait si elle voulait rompre leur fiançailles à cause de cela. Elle a simplement demandé qui il était car elle ne le reconnaissait pas. Euron a répondu qu'il était l'ancien inconnu de la famille Rock. Encore une fois, il s'est profondément excusé pour tout ce qu'il avait fait. Belia a été surprise par cela. Le protagoniste pensa, pour être honnête, ce n'était pas sa faute, mais celle du propriétaire original de ce corps. La raison pour laquelle il demandait pardon était spécifique. Elio n'était pas juste une simple héroïne. Elle possédait la capacité de reine de l'épée, ce qui ne faisait qu'améliorer davantage son maniement de l'épée. Plus tard, elle sauverait le protagoniste déchu et vaincrait même le méchant final, tout cela grâce à sa capacité. C'est pourquoi, même si les fiançailles étaient rompues, il serait bénéfique de rétablir leur relation et de faire d'elle son allié. Mais Ilia lui a dit de se lever, se demandant s'il était sérieux à ce sujet. Niren répondit oui et promit, mais la jeune fille refusa. Elle exigea qu'il jure dessus, tout en dégageant une aura terrifiante. Le protagoniste pensa que c'était une pression étouffante, et il avait déjà vu cette scène quelque part auparavant. Il a dit qu'il ne voulait pas vivre comme avant, et s'il rompait l'accord, elle le battrait. Le protagoniste était confus car l'astérisque original Ilia avait dit cela au protagoniste. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas respirer, murmurant à propos de la myriade de poisons de l'art divin électrique. Ilia fut surprise lorsque le protagoniste se leva. Elle se demanda comment il avait résisté à son aura, mais le protagoniste accepta et le jura avec un doux sourire sur son visage. Ilia devint gênée et se tourna pour partir en disant qu'elle le surveillerait. Si vous vous trompiez une fois de plus, il romprait les fiançailles quelle qu'en soit la raison. Le protagoniste était surpris qu'il n'y ait pas encore mis fin. Au château du Seigneur, Wellington a demandé si elle avait trouvé de l'urine, et la jeune fille a confirmé. Il se demanda si elle avait pris sa décision. Ilia a confirmé une fois de plus que les fiançailles ne seraient rompues en aucun cas. Wellington lui a demandé pourquoi. Ilia a expliqué que son père disait toujours que les gens ne pouvaient pas changer, mais qu'il y avait une rumeur selon laquelle Clé Astérisque avait changé, et elle était curieuse. Elle se demandait s'il était redevenu le faible Pipidou de son enfance. Au lieu de cela, il était devenu une personne complètement différente, et c'est pourquoi elle voulait croire en lui juste cette fois. Wellington a demandé si c'était tout, et la jeune fille l'a affirmé. Mais s'il redevient un loser, je le battrai jusqu'à ce qu'il en ait marre. Wellington a dit que c'était ce à quoi on pouvait s'attendre d'une grande guerrière, et qu'elle devait prendre soin de Hurin. Ilia a décidé de partir, mais le Seigneur lui a demandé de rester quelques jours de plus. La jeune fille a mentionné qu'elle avait dit à son père qu'elle romprait les fiançailles, ce qui était un peu gênant. Wellington lui a demandé si elle verrait Hurin avant de partir, mais Ilia a refusé,
disant qu'il s'entraînait et qu'elle ne voulait pas l'interrompre. Le jour passa et Pipi se demandait pourquoi son père l'avait appelé. Il secoua la tête, demandant qui était Astérisque et le protagoniste ne comprenait pas la question. Wellington gloussa, disant que c'était une blague et que Yaron avait vraiment travaillé dur, mais il voulait savoir si Yaron savait pourquoi il avait été convoqué. Yaron a demandé si c'était à propos du début de son entraînement de chevalier. Wellington a dit qu'il avait raison et qu'il était devenu vif d'esprit aussi. Maintenant, vous apprendrez l'escrime de la famille Rock, a-t-il déclaré. Le protagoniste les a ensuite appelés Marquis, disant qu'il avait quelque chose de nouveau à lui dire. Son père a posé des questions sur les arts du lancer, car Irène voulait apprendre cela au lieu de l'escrime. Le protagoniste a confirmé l'information, et Wellington a répondu que c'était inacceptable. De telles compétences vulgaires étaient utilisées par les bandits. Avec cette technique, il ne serait même pas près de gagner une armure de chevalier ou de vaincre un monstre de bas niveau comme un borak. Yaron a alors suggéré de faire un pari pour savoir s'il pouvait chasser un borak avec une dague. Si Wellington était si confiant, il devrait parier dessus. Son père a soupiré, disant qu'il était inutilement têtu. La lame d'un guerrier avait besoin d'aura pour détruire les écailles d'un borax. À moins de vous entraîner au lancer pendant 100 ans, vous ne serez jamais capable de percer les écailles d'un borax. Le protagoniste a dit que dans ce cas, son père devait être sûr de sa victoire, alors vous devriez faire un pari avec moi. Son père l'a traité d'imprudent et a dit qu'il saisirait cette occasion pour écraser complètement son entêtement. Demandant quelles étaient les conditions de la victoire, Euron a répondu que s'il battait un borak avec sa dague, il gérerait son propre entraînement. Et s'il échouait, il ferait tout ce que son père lui ordonnerait. Le jour passa, le protagoniste pensa que c'était bien qu'Eren n'ait pas rapporté son entraînement, et le vrai test serait demain. Il se demandait combien de tentatives il faudrait pour percer les écailles d'un borak. Juste au cas où, il mangerait des herbes vénéneuses ce soir et élèverait son corps divin myriade de poison à 3 étoiles. Il se tourna lorsqu'il entendit un bruit. Eren appela le jeune maître, annonçant qu'elle était là pour livrer la marque avec un message. Demain à midi, l'endroit sera le premier centre d'entraînement. Il a demandé si même Astérisque était au courant du pari, et Eren a répondu que non seulement elle, mais tout le domaine était déjà au courant. Grâce à cela, tout l'endroit était rempli de rire. Tout le monde parlait de la façon dont le jeune maître qui mouillait son pantalon de peur ou s'enfuyait quand il voyait Borak s'amusait beaucoup à en discuter. Après tout, le jeune maître continuait d'être l'ennemi public numéro 1. Eren a dit, dans ce cas, tous ces gens regarderont demain. Eren a confirmé en disant que le marquis ne s'arrêterait pas là et que le centre d'entraînement serait complètement plein. Le jeune homme a grogné que c'était le prix de la gloire, mais il voulait savoir ce qu'Eren pensait qu'il se passerait. La jeune fille a dit que ce serait probablement le jour de gloire du jeune maître. Sa technique du corps divin myriade de poison a atteint 3 étoiles, et la grandeur du test est arrivée. Les gens ont applaudi, criant soit contre, soit en faveur du jeune maître. Yaron a dit que c'était vraiment embarrassant. Son père a commencé l'événement en demandant si son fils était prêt. Le jeune homme a confirmé, mais a mentionné qu'il y avait un public énorme. Wellington a dit qu'il avait seulement dit à son sorcier, mais d'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'était répandue à tout le monde. Vous devriez essayer de ne pas en avoir honte. Le sorcier a annoncé qu'il allait commencer et utiliser sa magie d'invocation à courte portée. Yaron pensait qu'il allait enfin voir de la magie de ses propres yeux. Un éclair a soudainement frappé le champ de bataille avec une créature prenant forme au milieu de la fumée. Le protagoniste pensait qu'il y avait quelque chose d'encore plus incroyable que cela, voir un monstre qu'il avait créé en tant qu'auteur juste devant lui. Un borak, un monstre marin, d'1,5 mètre de haut. Les gens pensaient qu'ils ne devraient pas le regarder. C'était terrifiant. Le protagoniste était impressionné. C'était exactement à quoi il ressemblait. Ce monstre, le borak, était quelque chose qui lui était venu à l'esprit alors qu'il mangeait des sashimi de poisson violet et était plein d'idées pour les monstres. Sans ses jambes et ses bras, il serait même un peu mignon. Le monstre a chargé vers le jeune homme. Yaron a simplement remarqué l'attaque et l'a esquivé, se déplaçant vers le dos de la créature. Les gens étaient impressionnés, et le seigneur a dit que ce n'était pas encore fini. Le borax s'est complètement retourné, déconcerté. Le protagoniste pensait qu'il avait juste chargé sans même réfléchir, mais il n'était pas aussi rapide qu'il l'avait imaginé. Tout d'abord, il verrait à quel point ses écailles étaient résistantes en tirant une dague, puis il a remarqué quelque chose de différent. Il y avait une cible comme marque indiquant un point faible sur la créature. Le protagoniste a décidé d'essayer de balancer son bras pour lancer la dague, son signal canalisé dans la lame frappant le point faible de la créature. Le borax a soudainement ressenti une vive douleur et est tombé au sol vaincu, empêchant tout divertissement supplémentaire pour le public. Le protagoniste a grommelé, pensant qu'il était tombé en un seul coup. Les gens étaient impressionnés, et l'humain Wellington était complètement choqué. Tout le monde a crié en faveur du jeune maître, disant qu'il l'avait vraiment fait. Le jeune maître avait vaincu le borak, et c'était tellement cool. Ils l'ont applaudi jusqu'à ce qu'une voix appelle « Pipi, espèce de morveux ». Se demandant comment il avait fait cela, le protagoniste a dit qu'il avait visé avec soin et frappé le bon endroit.
Son père s'est plaint qu'il ne pouvait pas accepter cela parce qu'un Borak avait été vaincu par une simple dague, et c'était impossible. Le protagoniste a demandé si le grand marquis Rox reviendrait sur sa parole. Son magicien a dit au marquis que sous le bras du Borak, il y avait un endroit sans écaille, et que le jeune maître l'avait touché. Wellington s'est plaint que c'était de la pure chance, mais le protagoniste a dit qu'un pari restait un pari. Son père a demandé un tour de plus car il ajouterait une autre promesse à la place. S'il gagnait cette fois, tout ce qu'il demanderait garantirait un vœu. Mais s'il perdait, il devrait retourner apprendre l'escrime comme convenu. Et le protagoniste était excité à ce sujet. Son père a dit que cette fois, son adversaire serait un chevalier, pas un Borak. Il a demandé s'il accepterait le défi maintenant. Le protagoniste a dit oui, et que cela n'avait pas d'importance pour lui. Il pensait tout le contraire, car c'était sa chance. Il affronterait le commandant des chevaliers, Kerax, se demandant si cela pourrait être l'occasion de briser l'arrogance de ce type. Mais il voulait toujours garder le poison de Péruse et devrait le laisser partir pour le moment. Wellington a dit qu'un chevalier pleinement entraîné serait certainement trop difficile à gérer. Il mettrait donc un apprenti à la place, et ce serait assez juste. Le protagoniste y a réfléchi. Se demandant s'il pouvait choisir le chevalier, il a choisi Clyde comme adversaire. L'homme s'est dirigé vers l'arène avec une épée sur le dos. Puis il a dit que la marque était un appel pour lui, et Wellington a fait remarquer qu'il semblait très confiant. Il allait donner une tâche à Clyde. L'apprenti a accepté, disant qu'il exécuterait n'importe quel ordre de son seigneur. Il lui a dit de remettre ce garçon sur les rails, et Clyde s'est retourné. Le jeune maître lui a simplement fait signe de la main, laissant l'apprenti escrimeur complètement perplexe. Wellington a demandé ce qui n'allait pas et s'il n'était pas sûr de pouvoir le faire. Clyde l'a nié, déclarant qu'il ferait ce qui lui était ordonné. Le protagoniste lui a dit de ne pas trop s'inquiéter. Il ne lancerait que 3 poignards, et si Clyde bloquait les 3, il pourrait revendiquer la victoire. Wellington a demandé s'il voyait l'arrogance du garçon et a insisté pour qu'il lui donne une vraie leçon cette fois. Clyde a préparé son épée, et le protagoniste a fait le tour de l'arène. Les chevaliers lui ont dit que s'il perdait, il n'aurait pas de dîner ce soir et devrait faire 100 tours de terrain d'entraînement. Une personne dans le public avec une voix féminine a dit que le jeune maître pouvait le faire. Il pensait que, qui que ce soit, il l'encourageait. Clyde a alors appelé le jeune maître en annonçant qu'il était prêt, et Euron s'est également retourné. Il a préparé son premier poignard dans l'intention de commencer par éteindre les lumières, mais il a remarqué quelque chose d'étrange. Comparé à son précédent combat avec Borak, Clyde avait beaucoup plus d'ouverture. S'il en touchait une, il pourrait le finir. Il ne laisserait pas cela arriver, alors il a lancé son premier poignard. Il avancerait simplement directement. Clyde a dit bien et a essayé de se défendre avec son épée. Il a été forcé de reculer d'environ 4 pas à cause de cela. Les gens se demandaient quel était ce bruit. On aurait dit un coup de canon. Wellington lui a dit d'attendre et de remarquer le poignard tombant au sol. Il l'a ramassé, se demandant comment une telle puissance pouvait provenir d'un poignard ordinaire. Clyde tremblait de peur, son épée ayant été percée. Le protagoniste a demandé s'il était échauffé maintenant, car il avait vu ce qui se passait s'il baissait sa garde. Il l'a averti de se tenir prêt car cette fois, il jetterait tout ce qu'il avait, émanant une pression qui faisait trembler le chevalier en formation. Le protagoniste pensait que même après tout cela, Clyde était toujours un personnage principal. Il ne perdrait pas de cette façon, et Euron a décidé qu'il était temps de préparer son poignard pour une frappe directe. Cette formidable explosion s'est produite une fois de plus à l'approche du chevalier. Clyde a essayé de contre-attaquer avec sa longue épée, mais une immense collision retentissante a rempli l'arène. Alors que la fumée commençait à se dissiper, les gens ont regardé avec étonnement. Le marquis n'en revenait pas du résultat. Clyde était tombé à genoux. Il tremblait de peur maintenant, son épée brisée en 2 morceaux. Puis il l'a laissé tomber, laissant le marquis Wellington sans voix. Il a appelé Euron, disant qu'il devait parler, juste 2. Le protagoniste a dit que le match n'était pas encore terminé. Un poignard restait, et la marque a été remise en question. Puisqu'il y en avait eu assez, mais Euron a décidé qu'il demanderait directement à Clyde, appelant Clyde à lever la tête. Il a appelé son jeune maître. Le protagoniste a demandé s'il allait mettre fin à la bataille comme ça, et si quelqu'un qui voulait devenir un chevalier accepterait une telle humiliation. Qu'il s'agisse de victoire ou de défaite, il devrait balancer son épée jusqu'à la fin claire, car c'était la voix d'un chevalier. Il a ensuite crié qu'il demanderait à Clyde une fois de plus s'il allait abandonner comme ça. Le chevalier a murmuré un peu, appelant le jeune maître, mais il a exigé qu'on lui apporte une nouvelle épée à utiliser. Se levant et dégageant de l'énergie, il a déclaré qu'il ne reculerait pas de cette façon. Les chevaliers étaient étonnés, et le marquis se demandait comment un novice pouvait éveiller son aura comme ça. Euron pensait que, comme prévu, à ce point d'ouverture, la capacité de berserker de Clyde s'était manifestée. Maintenant, il pouvait tester des techniques de plus haut niveau. Les adversaires se regardent pendant quelques secondes. Clyde a appelé le jeune maître, lui disant de lancer son poignard. Wellington a intérieurement nié la situation. Pour qu'une telle aura se manifeste, c'était un talent du niveau d'un chevalier de haut rang. Se demandant ce qu'Urine ferait,
Le protagoniste a simplement répondu que c'était bien, prenant son dernier poignard et y mettant toute sa force. Il l'a jeté d'une manière complètement maladroite vers l'homme. Clyde se demandait ce que c'était et pourquoi c'était si lent cette fois, criant qu'il se moquait juste de lui. Puis il a essayé de couper le poignard, mais il a simplement dévié devant son épée. Il était déconcerté, et Wellington a pris conscience de la situation en voyant cet état. Le poignard était incrusté dans le côté de Clyde, venant près de percer ses os, causant une douleur nocturne. Il est tombé au sol. Les gens se demandaient ce que c'était. C'était si lent. Clyde devrait arrêter d'exagérer, se dirent-ils, se demandant s'il était indulgent juste parce que c'était le jeune maître. Le protagoniste pensa qu'il devait y avoir plus de force interne intégrée cette fois, causant une douleur intense. Son père appela Euron, lui faisant savoir qu'il parlerait plus tard car il avait gagné le pari aujourd'hui. Le protagoniste esquissa un sourire. Clyde souffrait de sa blessure à l'épaule, mais le protagoniste le toucha, lui disant d'attendre un instant en utilisant l'absorption d'énergie. Clyde remarqua que la douleur s'estompait. Il remercia le jeune maître pour cela, et Urine dit que ce n'était rien. Le chevalier demanda son pardon. Il expliqua qu'au début, quand le poignard volait si lentement, il pensait que le jeune maître le sous-estimait. Mais ce n'était pas ça du tout. C'était une technique précise. Même un maître ne pourrait pas acquérir une telle technique en si peu de temps, il devait donc cacher sa vraie force. Il demanda s'il y avait une faction secrète ciblant la famille Marquois, et si c'était la raison pour laquelle il cachait sa force jusqu'à présent. Il n'était pas étonnant qu'il semble étrange que seul le jeune maître ait été laissé pour compte. C'était un noble sacrifice. Pensez que ce type adorait toujours les théories du complot. Clyde, quant à lui, a déclaré que le jeune maître avait fait preuve d'une attitude louable lorsqu'il avait combattu cette organisation secrète. S'il avait besoin de Clyde, il n'avait qu'à demander. Le protagoniste se demanda quand sa faveur était devenue si élevée. Il accepta donc, disant qu'il se reverrait plus tard, pensant que Clyde était un berserker simple avec une bonne nature. Clyde lui a dit de lui faire confiance car il ferait savoir que le jeune maître n'était jamais un déchet et s'assurerait que tout le monde entende les rumeurs. Rester près de Clyde pourrait être utile car un jour, il serait en mesure d'accomplir des missions seul, et ce serait bénéfique. Aaron a dit que le jeune maître avait travaillé dur et Euron l'a remercié. Elle a parlé de sa dernière technique en disant qu'elle n'avait jamais rien vu de tel. Le protagoniste a dit que c'était une nouvelle compétence et a demandé ce qu'elle en pensait. Euron a dit qu'en le regardant, son esprit s'est demandé comment elle aurait perdu si elle l'avait affronté sans l'avoir vu auparavant. Mais maintenant, elle était sûre qu'elle pouvait le bloquer. Le protagoniste pensa qu'elle bluffait, et parmi ses capacités, elle possédait le trait du miroir mental tranquille, qui était rare et puissant. Euron a répondu qu'elle s'entraînait comme chevalier depuis qu'elle était enfant, et si elle n'avait pas baissé sa garde, elle serait devenue chevalier. Il lui demanda si elle était satisfaite de la situation actuelle. Aaron ne comprenait pas pourquoi la question était si soudaine. Au fil de la journée, Wellington se reposa dans son bureau. Le protagoniste entra dans la pièce en demandant pourquoi le marquis l'avait appelé. Son père dit, « C'est juste nous. Quand il n'y a que nous deux, tu peux m'appeler père. » Cette formalité gâche l'ambiance. Euron se contenta d'accepter en restant perplexe. Son père a demandé ce qu'était exactement cette technique qu'il avait utilisée hier parce que même après avoir cherché dans les livres, il n'avait jamais vu un mouvement aussi étrange. Il ne s'entraînait que depuis un mois, et peu importe à quel point un génie pourrait être rare, il était impossible d'apprendre une technique par soi-même. Il exigea de savoir ce qui s'était passé et lui dit de dire la vérité. Le protagoniste pensa qu'il pouvait le révéler, mais il avait quelque chose de bien préparé. Il annonça qu'il avait trouvé un livre et son père s'enquit à ce sujet. Le jeune homme confirma, expliquant qu'en se promenant dans la bibliothèque d'État à la recherche de manuels, il était tombé sur un livre. Se demandant qui avait laissé le livre par terre, il appuya son dos contre le mur. Soudain, un livre tomba du haut de l'étagère poussiéreuse. Il n'y avait pas de titre sur sa couverture, juste un étrange symbole gravé dessus. Le protagoniste n'y pensa pas beaucoup et ouvrit le livre. Une lumière jaillit, intégrant quelque chose directement dans son esprit. Puis le livre disparut complètement. Wellington dit que cela voulait dire que c'était un tome magique. Le protagoniste hocha la tête. Il pensa qu'un tombeau magique était une règle auto-définie, possédant le pouvoir d'un grand mage de transmettre ses techniques. Le seigneur déclara que le tombeau magique fonctionnait de cette façon, et même s'il ne savait pas comment, il avait peut-être été apporté par ses ancêtres. Trouver ce livre était un coup de chance pour lui. Le protagoniste décida qu'il considérait cela comme une aubaine inattendue. Son père se leva, déclarant qu'une promesse est une promesse, et vous ne lui feriez plus apprendre l'escrime. En geste supplémentaire pour sa promesse, il devrait indiquer ce qu'il désirait. Le protagoniste appela son père d'une voix calme. Il a dit qu'il aimerait le poste de cheveu, laissant Wellington choqué. Cependant, s'il faisait cela, son père ne pouvait pas le garantir. Wellington réfléchit un instant et dit qu'avec son autorité, il le pouvait. Le protagoniste s'interrogea sur la raison pour laquelle il semblait si mal à l'aise, car s'il devenait un successeur, ce serait un problème pour lui, car beaucoup s'opposeraient à la maison Marquis, en particulier la jeune femme qui causerait de grands troubles.
Alors cette fois, il ferait une concession. Son père s'enquit à ce sujet mais accepta et le remercia rapidement. Pensait que, de toute façon, il n'avait aucun intérêt pour le poste de successeur. S'il devenait le successeur, il serait coincé avec le Marquois toute la journée, recevant une éducation liée à la gestion de l'État. Au lieu de cela, il voulait profiter de ce temps pour améliorer ses compétences dans les 4 cieux du clan Tang et parcourir le monde pour saisir des opportunités. Wellington lui dit de dire autre chose qu'il désirait, et le protagoniste dit qu'il voulait former son propre ordre de chevaliers. Il voulait Eren, actuellement son majordome, et Clyde, qui avait combattu avec lui plus tôt comme ses 2 chevaliers. Son père répondit que ce n'était pas aussi difficile que la position des cheveux, et Eren était aussi un talent précieux, donc ce serait un gaspillage de la garder comme majordome. Il devrait faire comme il le souhaitait, et Euron le remercia simplement. Le seigneur l'interrogea sur son majordome car il n'en restait plus beaucoup actuellement. Euron répondit qu'il y avait quelqu'un du nom de Perrault qui travaillait dans la cuisine, et il voulait l'utiliser comme majordome. Mais vous apprécieriez que le marquis prenne le blâme pour lui donner cette chance. Wellington demanda s'il se passait quelque chose, et Euron répondit qu'il expliquerait plus tard. Son père accepta simplement avec un soupir. Le protagoniste pensa que son père semblait lui faire confiance et ne posa même pas de questions. À bien y penser, il n'avait aucune idée de comment sa faveur avait augmenté, peut-être parce qu'il était son fils. Dehors, le protagoniste annonça qu'à partir d'aujourd'hui, ils étaient tous les 2 membres de son ordre de chevaliers exclusifs. Pour l'instant, ils doivent s'entraîner dur pendant les exercices pratiques et accueillir leur nouveau majordome, Perrault, qui leur a seulement demandé de prendre soin de lui. Erin regardait en silence, se souvenant quand elle avait une question pour le jeune maître hier. Elle voulait savoir pourquoi il mettrait quelqu'un du nom de Perrault à sa place en tant que majordome. Le protagoniste se gratta la tête et répondit qu'il était un espion envoyé par le commandant Korok de l'Aigle Blanc et Mademoiselle Kana. Erin dit que même si c'était vrai, elle ne pouvait pas lui faire confiance à proximité en tant que majordome. Le protagoniste répondit que Pirou n'écoutait plus que ses ordres. Clyde dit au jeune maître qu'il avait une question. Euron répondit que c'était bien et lui dit de continuer. Le chevalier aspirant répondit que même avec seulement 2 d'entre eux, c'était déjà un ordre de chevalerie, mais qu'il devrait y avoir un chef ou un commandant. À l'origine, le chef était celui qui avait des compétences supérieures, mais Eren était délicate et petite et n'avait pas l'air forte. Alors il devrait être le chef, et le protagoniste répondit qu'il avait raison. Le chevalier le plus fort devrait être le chef. Alors à partir de maintenant, ces 2-là devraient se battre. Seulement quelques secondes passèrent, et Clyde admit sa défaite avec Eren tenant son épée près de son cou. Elle dit que ses schémas d'attaque étaient trop simples et avaient besoin de beaucoup d'améliorations pour ne pas abandonner ses préparatifs. Clyde accepta et dit qu'il garderait ce conseil à l'esprit. Le protagoniste accepta simplement et déclara qu'avec cela, il était décidé que le chef de cet ordre nocturne serait Erin, et il l'applaudit avec le Perrault. Perrault annonça qu'il préparerait d'abord le dîner, et ainsi la journée passa. Le jeune homme pensa qu'il était assez loin, mais pouvait encore sentir de l'énergie et devrait tester sa nouvelle technique. Utiliser l'énergie interne, pas la voix, pour créer des ondes sonores et les transmettre à l'esprit de ses cibles, une technique souvent utilisée dans les histoires de Wuxia. Il appela alors mentalement Perrault. Perrault répondit au jeune maître en se retournant, mais il remarqua qu'il n'était pas à proximité. Le protagoniste répéta son nom plusieurs fois, laissant son majordome complètement déconcerté et effrayé. Yaron se demanda pourquoi il semblait si surpris, et Perrault se plaignit qu'il devenait fou, voulant savoir si c'était une sorte de magie noire. Le protagoniste répondit que c'était un type de communication. Perry dit que, comme il le pensait, il n'était pas seulement affecté par le poison. Il avait entendu dire que les mages noirs pouvaient utiliser les 2, donc le jeune maître était quelque chose de ce genre. Le protagoniste devint perplexe et lui dit de penser ce qu'il voulait. Il voulait savoir si le poison qu'il avait demandé la dernière fois était prêt, et Perrault confirma. L'esprit du serpent, un poison extrait de 100 serpents venimeux, était prêt. Le protagoniste lui dit de s'assurer de mettre beaucoup de poison dans la soupe de célébration. Perry trembla de peur en entendant cela, mais accepta, disant qu'il comprenait. Le lendemain, le protagoniste ouvrit les yeux après avoir médité. Il soupira profondément une fois de plus en pensant qu'il était toujours à 3 étoiles, et son énergie interne ne grandissait pas comme il l'avait prévu. Il ne savait pas combien de temps il faudrait avant la crise mondiale. Il n'avait donc pas d'autre choix que de quitter le domaine de Marquisite pour l'instant. Il alla dans le bureau de son père et annonça qu'il prévoyait de partir. Wellington l'interrogea à ce sujet car cela faisait un moment qu'il était parti, et il devait penser à une ville dans le Marquisat. Le protagoniste confirma, et son père demanda combien de jours il serait absent. Tu es amusé qu'il aille loin, pas besoin de révéler ça. Alors il a dit qu'il pensait à environ une semaine. Son père dit qu'il comprenait plus qu'il s'était entraîné dur et demanda qui il voulait comme escorte. Le protagoniste répondit qu'il n'en avait particulièrement pas besoin, laissant le seigneur perplexe. Il dit à son fils d'être conscient de sa position car il était le fils aîné du marquis Rox. Le protagoniste répondit qu'il allait dans une ville voisine, il était donc étrange d'avoir une escorte.
Wellington cria qu'il ne savait toujours pas à quel point le monde était difficile, et il était peut-être devenu fort pour l'entraînement, mais il avait peur à cause du poison. Le protagoniste pensa que les poisons ne fonctionneraient pas sur lui de toute façon, mais il semblait qu'il serait difficile de persuader cet homme, alors il déclara qu'il ferait comme il le demandait. Son père demanda alors quand il partirait. Le protagoniste répondit que ce serait dans environ 2 jours, et Wellington décida qu'il préparait l'escorte. Dans sa chambre, Euron pensa qu'une escorte serait inutile puisqu'il prévoyait de s'éclipser demain. Alors que le crépuscule tombait ce jour-là, le protagoniste appela Perrault dans sa chambre, informa Perrault qu'il partait en voyage mais n'avait pas d'argent et lui demanda d'en apporter. Perrault doit avoir l'argent que Croc lui a donné pour acheter des potions coûteuses. Il se demanda si Perrault ne prévoyait pas de le remettre. Perrault le nia et dit que c'était un honneur, alors il l'apporterait de toute façon. Le protagoniste demanda s'il avait autre chose aussi parce qu'il avait vu que Perru avait un sac de sous-espace quand il avait apporté des herbes venimeuses la dernière fois. C'était un objet courant dans les romans fantastiques, qui pouvait facilement contenir environ 1 tonne. Perru dit qu'il le remettrait au jeune maître, bien qu'à contre-cœur. Yaron accepta et le remercia pour cela car il n'aurait plus besoin d'un sac à dos. Mais quoi qu'il en soit, il lui dit de prendre quelque chose montrant sa fausse médecine. Il dit que c'était un antidote d'1 mois pour son poison. Le protagoniste dit que puisque Perrault faisait du bon travail, il comptait sur lui à l'avenir. Et s'il continuait, il lui donnerait bientôt la guérison complète, laissant Perrault animé. Le lendemain, près de l'aube, Yaron savait qu'il devait partir furtivement puisqu'il était censé avoir une escorte. Il se déplaça à travers le manoir avec une extrême facilité. Le jeune homme pensa que, comme prévu, il n'y avait personne autour. Un jardinier remarqua le jeune maître et le salua parce qu'il s'était réveillé très tôt aujourd'hui. Le protagoniste se contenta de l'accuser de réception. Pensant qu'il sentait beaucoup de puissance émanant de ce jardinier à l'air bienveillant et à la main verte, il décida d'utiliser son œil de créateur. Mais il fut surpris par ce qu'il lut. Pour le reste de la journée, le protagoniste nota que c'était sa première fois loin du château de Marclès depuis qu'il l'avait quitté. Il remarqua quelque chose de différent, la tour de magie. Un mage à une table numérisa le jeune homme. Demandant comment il pouvait l'aider, Euron répondit qu'il aimerait utiliser le portail. Le mage demanda s'il l'avait déjà utilisé, et le protagoniste le nia. Le jeune réceptionniste l'informa qu'ils offraient un système de kilométrage, et le protagoniste pensa que c'était comme les avions. Le mage demanda sa destination. Euron répondit que c'était le château d'Isu. La réceptionniste nota que c'était assez loin et compris. Les frais seraient de 50 pièces d'or. Après avoir payé, il devrait signer le passeport. Le protagoniste pensait que c'était cher comme prévu, mais heureusement que Perrault avait beaucoup d'argent. Pour l'instant, il utilisait un surnom, Polian, celui qu'il utilisait dans les jeux. Le mage lui a demandé de le suivre. On lui a dit d'entrer dans la pièce. Quand il entendrait frapper, cela signifierait qu'il était arrivé. Le protagoniste est entré en se disant que c'était un arrangement plutôt joli. Soudain, la foudre a frappé le sommet du château. Yorin ne comprenait pas, mais un homme a annoncé qu'il était arrivé et pouvait sortir. L'accueillant au château d'Esu, Yorin se demanda comment il était déjà là puisqu'il n'avait rien senti. Le mage a répondu que l'utilisation du portail était confortable, une fierté pour les mages. Yaron réfléchit à cette sensation. Il se demandait s'il avait inclus une sensation aussi confortable dans son histoire, mais le mage a exhorté le client à utiliser à nouveau leur service et à faire un bon voyage. Les portes se sont ouvertes et le protagoniste s'est retrouvé face à un endroit complètement nouveau. C'était le château d'Aessu. Peut-être parce que c'était une région orientale, différente du domaine de Marcu, les styles architecturaux étaient distincts. De plus, il y avait beaucoup de gens autour. Tout d'abord, il trouverait une ruelle de forgerons, en demandant des informations à un habitant. Il suivit un chemin vers une petite maison dans une ruelle. Urine réfléchit qu'il cherchait depuis un moment, mais ne pouvait pas trouver le forgeron licorne. Le ciel s'assombrissait déjà. C'était le dernier endroit qu'il devait vérifier bientôt. Une épée reposait sur une enclume, et un forgeron la martelait pour lui donner forme. Le protagoniste demanda si quelqu'un était là. Le forgeron repéra le nouveau client, et le protagoniste confirma. Mais il avait une question parmi les forgerons là-bas. Il voulait savoir si le forgeron connaissait quelqu'un appelé le forgeron licorne. L'homme répondit qu'il ne connaissait aucun forgeron avec ce nom dans les environs. Jürgen se demanda s'il était venu au mauvais endroit, mais le forgeron dit, « De toute façon, c'est le nom que je prévois d'utiliser bientôt pour ma boutique. » Euron utilisa l'œil de son créateur sur lui, voyant que son nom était Girinox, et qu'il possédait le trait de créer des armes démoniaques. Le protagoniste réalisa qu'il avait trouvé le bon endroit. Il demanda s'il pouvait regarder les armes qu'il vendait. Le forgeron lui dit qu'il pouvait aller par là pour regarder. Yaron examina toutes les armes et armures sur le mur. Demandant comment allaient les affaires, le forgeron parut confus. Il expliqua que puisque sa boutique était au bout de la ruelle et que ses compétences n'étaient pas incroyables, même si des clients venaient occasionnellement, il se contentait généralement de regarder et de partir. Il n'était pas sûr de combien de temps il pourrait tenir. Le protagoniste pensa que c'était intéressant. L'équipement, il n'y avait pas de blague.
Il vit la rapière de l'esprit du vent, qui augmentait l'attaque et la vitesse de déplacement, et aussi la longue épée de l'esprit du feu, qui augmentait la force et l'endurance. Il demanda ensuite si Girinox les avait fabriquées lui-même. Girinox répondit oui, mais quand il les a terminées, elles se sont avérées être des échecs majeurs. Une fois fabriquées, les épées sont devenues anormalement lourdes. Même un homme fort ne pouvait pas les soulever, donc personne n'a décidé d'acheter ces armes. Oron pensa que c'était parce que des mains indignes avaient touché les lames. Si la bonne personne les tenait, le pouvoir de l'épée s'éveillerait. Il ne savait toujours pas comment la vraie volonté fonctionnait. Alors il annonça qu'il prendrait ces deux épées. Girinox répondit que c'était des pièces ratées, mais le protagoniste dit qu'elles étaient parfaites pour les donner à Aaron et Clyde. Il réfléchit que ce n'était pas le trésor qu'il cherchait. Quoi qu'il en soit, il demanda s'il pouvait avoir des armes très rouillées. L'homme ne comprenait pas. Le protagoniste lui montra alors une boîte pleine de vieux outils. Le forgeron dit que c'était étrange pour lui de demander des armes rouillées. Il venait juste de les mettre de côté pour les vendre plus tard. Ces choses ne seraient de toute façon pas utilisées. Le protagoniste mit sa main dans la boîte en disant que c'était exactement comme il l'avait imaginé. Juranox remarqua l'arme et répondit qu'il l'avait fabriquée. Elle était déjà dans un entrepôt quand il est arrivé. Il n'avait aucune idée d'où elle venait. Il avait envisagé de jeter ses déchets mais les avait gardés. Le protagoniste répondit qu'il voulait aussi la dague, et Girinox fut surpris. Il dit que puisqu'il ne choisissait que des armes défectueuses, il ne devrait payer que 2 pièces d'or, et la dague serait un cadeau. Le protagoniste pensa que c'était une aubaine. Si la vraie nature de ces armes était révélée, il ne pourrait pas les acheter pour moins de 200 pièces d'or. Mais plus que cela, c'était le forgeron qu'il voulait vraiment. Alors il répéta que les affaires de Guranax n'allaient pas bien et proposa de fermer la boutique pour qu'il devienne son forgeron privé. Guranax dit que c'était très soudain, et qu'il ne savait pas comment répondre. Il n'était pas contre la fermeture, mais c'était trop brutal. Le protagoniste décida qu'il se présenterait d'abord. Il était la lance invincible qui gardait le sud. Euronox de la Maison des Rochers. Jaronox fut surpris d'entendre le nom du jeune maître de marque. Il s'agenouilla alors, demandant le pardon du Seigneur, car il n'avait jamais imaginé qu'il viendrait dans un endroit aussi humble. Le protagoniste lui dit de se lever. Jaronox répondit qu'il n'y avait pas besoin. C'était confortable comme ça, et il pouvait parler librement. Le protagoniste accepta, mais insista toujours pour qu'il se lève, pensant qu'il ne pouvait pas échapper à la mentalité féodale. Jaronox se demanda pourquoi il voudrait employer un pauvre forgeron comme lui. Le protagoniste répondit que c'était à cause de son talent spécial. Le forgeron dit qu'il n'avait rien de tel, son maître s'entraînait durement tous les jours. Le protagoniste pensa qu'il semblait avoir été formé dans un style spartiate brutal. Il dit ensuite qu'il avait visité de nombreuses forges aujourd'hui et vu diverses armes, mais Girinox était différent. Il leur montrait beaucoup de soin et de dévouement. Ses épées étaient finement travaillées, et leurs poignées surtout étaient méticuleusement faites, vitales pour empêcher l'épée de glisser au combat. Voyant son dévouement, il pensait que Girinox éveillerait un jour un don vraiment spécial. Le protagoniste se demandait s'il pourrait vraiment le recruter. Girinox répondit qu'il suivrait le jeune maître, mais qu'il n'était vraiment pas comme les rumeurs le disaient. Le protagoniste demanda si c'était à propos de lui qui était une ordure. De toute façon, il montrerait au forgeron quelque chose d'amusant. Il plaça le bout de son doigt sur la dague. Puis il lui ordonna de s'éveiller avec son sang, car c'était la relique d'Agen aux millions de formes. L'arme commença à léviter et flotta hors de la main du protagoniste. Le forgeron se demanda ce que c'était. On dirait une épée d'Ego légendaire. Oron pensait qu'à l'origine, c'était le protagoniste qui était censé l'obtenir. Le système demanda s'il souhaitait former un contrat d'âme avec Eun, et le jeune homme y procéda. L'âme prit une forme différente avec une sorte de voix étrange. Elle demanda ce que c'était que ça et qui il pensait être pour conclure un contrat avec elle. De toute façon, tu n'as aucun talent. Le protagoniste pensa qu'elle était déçue de ne pas sentir de mana venant de lui, mais sa façon de parler était très arrogante. L'épée dit que c'était ennuyeux. Un type comme lui a réellement gagné un contrat. Quoi qu'il en soit, comment connais-tu mon enchantement de libération? Le protagoniste répondit qu'il l'avait entendu d'un grand prophète, pensant qu'il venait d'inventer cela pour rendre son histoire cohérente. Agnès demanda comment le grand prophète avait parlé à quelqu'un comme lui. Et de toute façon, tu dois connaître mes capacités. Le protagoniste confirma. Agnès était un équipement de forme libre qui pouvait se diviser en un corps primaire et secondaire capable de se transformer en n'importe quelle forme imaginée par l'utilisateur. Dans l'histoire originale, le protagoniste utilisait une épée et un bouclier. Même si l'arme secondaire était perdue, elle revenait simplement au corps principal. Anne dit qu'il ne savait probablement pas comment l'utiliser car il ne pouvait être Willy qu'avec du mana. Il devrait abandonner à cause de ça. Le protagoniste regarda en silence. Il commenta qu'elle était du genre bruyant. Pointant l'arme, il pensa qu'il pouvait l'utiliser comme une bague. Aion dit qu'il faisait chaud et qu'on avait l'impression qu'il fondait, tandis que le protagoniste pensait que l'énergie interne fonctionnait bien avec le mana. En tout cas, il appela Girinox. Demandant combien de temps Girinox voulait rester dans cet endroit,
le forgeron répondit que 2 jours suffiraient. Dans 2 jours au crépuscule, un protagoniste devait le rencontrer dans le parc central du château. En chemin, il reconnut une voix. Ilia demanda ce que c'était et pourquoi il était là, laissant le protagoniste perplexe. Le protagoniste avait la même question, pensant que la scène devant le parc central lui était familière. C'était l'endroit même où le protagoniste original a rencontré Ilia pour la première fois. La fille demanda ce qui n'allait pas avec Yorin, et le jeune homme s'excusa, pensant que l'histoire originale avait changé. Ilia descendit de son cheval, lui rappelant qu'elle avait demandé pourquoi il était là. Le protagoniste répondit qu'il cherchait un forgeron. Elle trouva cela étrange car il y en avait beaucoup dans la famille de Rock. Yorin expliqua qu'il souhaitait embaucher quelqu'un de manière indépendante. La fille dit que s'il lui avait dit plus tôt, elle aurait aidé, mais le protagoniste avait déjà trouvé une bonne personne. Il approchait. Jurinox appela le jeune maître. Demandant s'il avait attendu longtemps, le protagoniste le nia en disant qu'il était arrivé au moment parfait. Il présentait sa fiancée, Ilia, lorsque quelqu'un interrompit, appelant le chef d'équipe. Ils étaient sur le point de partir et voulaient savoir qui était cette personne. Ilia appela Musk et présenta sa fiancée, Garan Rox. L'homme répéta le nom avec la peur dans la voix. Il dit que c'était incroyable de voir un membre de la famille du marquis Rox dans un tel endroit, s'identifiant comme le commandant de la 5e division de chevaliers de la famille du marquis. Musk Malone était son nom. Le protagoniste dit que c'était bon de le rencontrer. Il réfléchit qu'il en savait déjà assez sans l'explication complète de Musk. Pour faire simple, Musk était un figurant pathétique avec une personnalité ennuyeuse. Alors que Musk et ses chevaliers se déplaçaient, des enfants bloquèrent leur chemin. Le protagoniste intervint et une bagarre éclata. Ilia apparut juste à temps pour tout arrêter et ainsi leur relation commença. Mais la partie importante de ceci était que le protagoniste accompagne Ilia au combat et la sauve d'une situation mortelle. Mais il ne peut pas simplement retrouver le protagoniste. Il n'a donc pas le choix. Il ne peut pas la laisser perdre la vie. Il appela la fille et demanda où elle allait. Ilia répondit qu'en raison des vagues croissantes d'orques autour du château des U, ses chevaliers avaient reçu l'ordre de les soumettre. Le protagoniste dit qu'il avait une faveur à demander dans cette situation. Il voulait l'accompagner, et Ilia interrogea sa raison. Le protagoniste expliqua qu'en tant que personne en formation, il recherchait une expérience de combat réel et souhaitait tester ses compétences. Ilia dit que cela pourrait être dangereux, mais le protagoniste accepta simplement, disant qu'il était bon pour courir. La fille fit une pause pour réfléchir. Elle accepta et ordonna à Sir Must de fournir un cheval. Il essaya de faire valoir qu'il ne partait pas en voyage occasionnel, et même avec les orques, ils ne pouvaient pas baisser leur garde, d'autant plus qu'ils ne sentaient aucun mana dans l'urine et n'avaient aucune obligation ni désir de protéger qui que ce soit. Ilia appela Sir Musk une fois de plus en déclarant que c'était un ordre, et vous devriez arrêter de parler et juste le faire. Musk murmura son acceptation, disant qu'il allait tout préparer, et si c'était un ordre, il le ferait, dégageant clairement une intention sombre en regardant en arrière. Le protagoniste et Elias se regardèrent en silence. Au fil de la journée, elle a commenté que c'était dangereux et que son fiancé devait rester près d'elle. Euron l'accepta simplement. Il a dit à Juranox de s'accrocher et Juranox a accepté l'ordre du jeune maître. Ainsi, l'armée commença à avancer. Dans la zone à venir, Ilia a annoncé qu'ils allaient maintenant se diviser en groupes de 5 pour trouver le village ORC. Ils ne devraient pas attaquer en premier, mais revenir et donner un signal s'ils sont trouvés. Ensuite, ils se diviseraient et elle suivrait ce chemin avec son groupe. Ils avancèrent et le jour passa jusqu'à la nuit tombée. Un soldat a fait remarquer que les pistes étaient très éloignées et difficiles à trouver. Il commençait à faire sombre et il voulait savoir quoi faire. Ilia a dit qu'ils n'avaient pas le choix pour le moment, qu'ils allaient revenir. Mais un bruit soudain a balayé le groupe. C'était un signal de fusée éclairante, et il y en avait un autre sur un autre chemin qui se répétait dans d'autres endroits. Ilia a demandé combien ils en avaient vu maintenant, 5 au total, mais Iranfud en avait 4 et il n'avait pas compté. Le chef a décidé d'aller d'abord dans le désert du nord-ouest, alors ils ont commencé à rouler dans cette direction. Ilia a remarqué quelque chose en arrivant près. Tous ces soldats étaient sans vie. Les membres de son groupe étaient stupéfaits. Même l'armure avait fondu et ils se demandaient quand cela les avait frappés. Ilia leur a ordonné d'avancer vers le signal de fusée éclairante du sud, alors ils ont roulé dans cette direction avec une extrême hâte. Elle a remarqué la même chose en arrivant là-bas. Tous ces soldats étaient sans vie. Son compagnon l'a averti qu'il devrait se déplacer rapidement vers la zone suivante, mais l'urine l'a interrompu en disant qu'il ne pouvait pas y aller maintenant. Ilia l'a interrogé à ce sujet et a appelé le nom de son mari. Le protagoniste a averti que les orques chassaient les soldats un par un et qu'à ce stade, ils n'avaient aucune chance de victoire. Il devrait arrêter l'opération et envoyer un signal de fusée éclairante pour rassembler les forces là-bas. Son soldat lui a dit de se taire, affirmant qu'il ne savait rien de l'avancement dans une telle formation. Il a affirmé que tout était un gâchis à cause d'un pin comme lui. Euron se souvenait que dans l'histoire originale, le protagoniste était également accusé. Il a été maudit par les lecteurs pour leur avoir fait manger des patates douces à cause de cela et souffrait maintenant de TSPT. Musk a affirmé que Yura ne connaissait rien aux batailles, mais le protagoniste lui a dit de se taire,
laissant le soldat complètement choqué. Il est soudainement tombé au sol en souffrant, mais il y a la nié. Il a appelé son fiancé alors qu'il ordonnait aux subordonnés de connaître sa place. Musk a compris et a imploré son pardon, tandis que le protagoniste se contentait de regarder. Il s'est tourné vers Ilya en pensant que dans l'histoire originale, elle n'avait pas écouté le protagoniste et était perdue dans ses pensées. Yaron lui a dit de juger par elle-même, se demandant si c'était vraiment le moment. Ilya a concédé que, comme il l'avait dit, elle n'avait pas réussi à réfléchir calmement à la situation. Il devrait immédiatement envoyer le signal de fusée éclairante bleue pour rassembler les troupes là-bas. Le signal a émané dans le ciel peu de temps après, observable dans toute la forêt. Repose avec le groupe. Juranox a dit que le jeune maître était incroyable. Il avait fait le geste selon sa volonté, et le protagoniste a répondu que ce n'était rien. Le forgeron a dit que les soldats les rejoindraient, mais Juran a dit peut-être. La plupart des soldats ne pourraient pas venir, a-t-il réfléchi, à cause de ce bâtard de Karuya qui s'occupait d'eux. Juranox a appelé le jeune maître en lui demandant ce qu'il attendait. Le protagoniste a répondu que c'était une vraie bataille. Un subordonné a couru dans cette direction et a appelé le chef d'escouade, lui disant de courir parce qu'elle devrait juste partir maintenant. Ilya l'a interrogé à ce sujet et a brandi son épée vers un bruit. Un immense groupe d'orques a marché vers eux et une armée incroyablement nombreuse. Musk s'est plaint que c'était une quantité folle de monstres. Ilya était perplexe et s'est excusé auprès d'Euron, estimant que c'était sa faute s'ils avaient des ennuis. Le protagoniste a répondu que tout allait bien. Il ne perdrait pas la vie là-bas, lui a-t-il assuré. Elle s'est demandé ce que ferait son fiancé. Il a appelé Agnès et a dit qu'ils allaient tester ce qu'ils avaient pratiqué pendant ces 2 jours, en utilisant le faux corps pour créer des pastilles de fer noir. La capacité 3 étoiles qu'il a obtenue du corps mais qu'il n'avait pas eu l'occasion de tester était l'explosion de fer noir. Puis il a jeté la pastille vers eux, dégageant une énergie immense. La balle a simplement frappé les haches des orques et ils ont commencé à rire jusqu'à ce qu'une explosion se produise et engloutisse toute la zone. Les chiffres ont considérablement diminué avec juste la frappe du protagoniste. Il a agité la main en pensant que la capacité d'Agnès avait de l'énergie avec ses compétences. Les autres orques ont décidé d'avancer contre le jeune homme, mais il a simplement lancé la balle provoquant une autre immense explosion dans la zone. Elliot a demandé ce qu'il avait lancé. Le protagoniste a dit que c'était des sphères de fer noir et qu'il expliquerait en détail plus tard. Cependant, le nombre d'orques avait considérablement diminué. Pelé avait demandé ce que faisait son armée car ils peuvent gagner. C'est leur chance maintenant, et ils devraient vaincre les orques restants. Avançant contre les créatures, Ilya a réussi à en séparer une. Ses subordonnés avec beaucoup d'efforts ont réussi à attaquer l'autre. L'un des orques qui regardait était étonné, mais il s'est ensuite retrouvé face à face avec une silhouette rougeâtre cette fois. Levant les yeux avec peur, la silhouette a ensuite attrapé sa tête avec sa main. Ilya et son armée se sont soudainement retournés. Elle a demandé ce qu'était cette chose. C'était une taille absurde avec cette créature ayant explosé l'ORC. Le protagoniste a pensé qu'il était enfin apparu. C'était Karuda, le légendaire guerrier ORC. S'ils peuvent capturer cet arrogant aujourd'hui, tout le monde perdra la vie. Karuda a poussé un rugissement qui a tourmenté tout le monde dans cette zone. Appuyant son épée sur la surface, il a bondi vers Ilya. La jeune fille a crié qu'elle devait esquiver, mais son mari l'a retenue, lui demandant pourquoi elle restait immobile. Il l'a éloignée de l'impact de l'attaque. Il a dit qu'ils avaient failli perdre la vie. Ilya était consterné de voir ses subordonnés sans vie. Karuda rugit en regardant le protagoniste. Yiren lui a simplement lancé une explosion de fer noir. Il a foncé vers le cou de l'augure puis a explosé comme une bombe, mais Karuda est resté intact et a rugi à nouveau. Il a marmonné quelque chose en marchant vers le protagoniste. Yiren se demandait si ça ne marchait pas. Son corps était celui d'un guerrier ORC, et sa peau était dure comme de l'acier. Elia a maudit le type, exigeant comment il avait osé vaincre ses subordonnés ainsi. Elle a émané son aura d'épée, jurant qu'elle ne pardonnerait pas ça. Puis elle a chargé avec son talent à une vitesse extrême. Son épée s'est heurtée aux guerriers orques à égalité. Ils ont échangé des coups, mais Karuda est resté inflexible, se contentant de tout défendre. Les subordonnés ont applaudi leur chef d'équipe en disant qu'elle était vraiment cool. Euron pensait que, comme on pouvait s'y attendre d'Ilya, son trait de reine de l'épée était surpuissant, mais ce n'était encore que le début du roman, et pensait qu'elle était assez forte pour pousser Karuda à ce point, allant même jusqu'à couper son armure et sa peau. Le monstre s'est mis en colère, vraiment touché pour la première fois, attirant l'attention de la fille. Il a poussé un rugissement, émettant son aura, et Elia se demandait comment il était capable de cela. Karuda a regardé sur le côté et a rapidement bougé son épée, forçant Ilya à bloquer. Comme dans l'histoire originale, Ilya a été vaincu par Karuda. Les soldats sont allés soigner leur chef d'équipe. Ilya a dit que c'était humiliant, mais qu'elle ne pouvait pas vaincre ce monstre. Il devait fuir pour survivre, mais le protagoniste s'est avancé sur le champ de bataille. L'ORC a appelé l'urine dans sa langue. Pendant ce temps, le protagoniste a simplement saisi son poignard, se préparant à le lancer. Il a lancé son explosion directe sur la créature. Aruva a facilement repoussé l'attaque.
Yorin pensait que le poignard lancé avec une explosion directe avait été détruit avec un simple coup, comme il s'y attendait. Le monstre s'est de nouveau battu, essayant de communiquer avec le protagoniste, mais il est devenu confus, remarquant quelque chose. Car sur l'épaulette de son armure, il restait des restes de l'explosion de fer noir, provoquant une immense réaction en chaîne. Karuda a été blessé par la frappe, rendant son bras droit inutile. Le protagoniste a dit que le premier qu'il avait lancé était un faux. Karuda avait été trop occupé à bloquer la frappe directe pour remarquer celle derrière lui. Sa peau était peut-être en acier, mais il semblait que tout son corps ne l'était pas. Son point faible restait la fissure dans son armure, il ne pouvait donc pas se contenter d'y lancer des choses. Le golem tremblait de peur devant les plans du protagoniste. Il a ensuite chargé sur lui avec une force instinctive. Il a tenté une entaille horizontale, mais Yurin a réussi à esquiver. Le monstre a essayé d'attaquer plusieurs fois de plus, mais a toujours été esquivé. Yurin a bougé son poignard, demandant ce qu'il avait l'intention de faire. Juste à ce moment-là, une autre explosion a frappé la créature. Le protagoniste a dit qu'il n'avait peur que de cela, mais qu'il n'avait pas l'intention de le laisser le capturer facilement. L'ORC s'est tourné pour regarder Jirinox. Puis il a commencé à marcher vers l'homme, tandis que le protagoniste a juste crié de ne pas le faire. Karuto a sauté sur le forgeron. Le protagoniste a maudit la situation et a libéré son énergie interne. Il devait le sauver d'une manière ou d'une autre. Il a versé autant d'énergie interne qu'il le pouvait dans ses pas de trésor draconique. Le monstre a essayé de frapper le forgeron, mais le protagoniste a intercepté avec une vitesse qui laissait des traces. Cette explosion a frappé le sol fort et Karuda s'est retourné. Elias a dit que c'était impossible. Cette vitesse était incroyable. Le protagoniste a décidé de mettre fin au combat maintenant et a appelé Agnès. L'une des armes cachées de haut niveau des 4 cieux du clan Tang était le papillon fleur. Il l'a ensuite lancé sur l'ORC en utilisant un tir incurvé. Le papillon volait lentement vers l'ORC. Il bougeait avec grâce et délicatesse. Ilia a qualifié cela de belle frappe tandis que l'ORC tremblait de peur. Il a essayé de repousser le papillon avec son épée, mais il a esquivé toutes les attaques jusqu'à ce que le papillon perce sa défense et touche sa poitrine, faisant crier l'ORC comme jamais auparavant dans sa vie, provoquant une explosion finale. A regardé un peu appréhensif, et Elia a été stupéfaite. Le protagoniste n'était pas sûr, mais avec autant de puissance infusée dans le papillon fleur sanglant, c'était plus que suffisant pour percer le guerrier ORC. C'était vraiment écrasant. Musk a dit qu'il était tombé et qu'ils avaient gagné la bataille. Elia s'est retourné en disant que ce n'était pas encore fini. Il restait encore des orques plus petits. Elle a ordonné à son armée de les achever. Jirinox a remercié le jeune maître de l'avoir sauvé, et le protagoniste a réfléchi que la première vraie bataille s'était déroulée en toute sécurité. Cette nuit-là, au camp de l'armée, le protagoniste a demandé à Elliot si elle était blessée. Elle a répondu qu'elle n'allait pas bien, mais comme elle était endettée envers lui, elle ne pouvait pas se plaindre. Le protagoniste a dit que c'était bien s'ils aidaient, et c'était naturel étant donné ce qu'elle avait demandé plus tôt. Il ne s'est pas entraîné à l'escrime, mais à l'équipement caché, laissant la fille perplexe. Le protagoniste a confirmé que la sphère explosive et le papillon à la fin étaient ses armes cachées. Elle a trouvé ça incroyable. C'était incroyablement puissant. Yuri a pensé qu'il était difficile pour elle d'accepter. Il était sûr qu'elle avait passé toute sa vie à penser que l'épée était la meilleure arme, mais ses horizons venaient de s'élargir. Un chevalier a informé le capitaine qu'il avait préparé un sac magique. Il y a accepté, disant qu'il ne pourrait peut-être pas trouver tous les corps maintenant, mais qu'il devrait au moins prendre le chef. Elle a plongé son épée dans le corps de Kuruta. Elle s'est levée, remarquant que sa taille était incroyable. S'ils essayaient de le mettre directement dans le sac magique, il ne rentrerait pas. Ilia a dit que ça allait. Ils ont été faits pour garder, donc ils ne devraient pas se sentir mal. Mais comme la nuit tombait, ils devraient rentrer maintenant. Ils se sont ensuite déplacés à cheval tandis que Musk rencontrait le capitaine. Elle a demandé où il était passé. Le signal de feu s'était produit il y a longtemps. L'homme sembla perplexe et dit qu'ils avaient été pris en embuscade par des orques loin et avaient été retardés à cause du combat. Il y a compris mais voulait savoir où étaient les autres car il n'en restait que 2. Musk répondit qu'ils avaient été vaincus et que les orques étaient plus forts que prévu. Mais le capitaine exigea de voir les corps et ordonna qu'on les lui apporte pendant que le chevalier essayait de changer de sujet. Il se dirigea vers elle alors qu'il y a continué à donner des ordres. Puis il annonça qu'il expliquerait d'abord leurs positions initiales jusqu'à ce qu'il dégaine furtivement un poignard pour essayer d'attaquer Ilia, mais le protagoniste intervint. Musk tomba au sol. Oron dit qu'il prétendait combattre des orques, mais il n'y avait pas une goutte de sang vert sur lui. Il collaborait clairement avec les créatures divulguant des informations depuis le début. Musk demanda comment il l'avait découvert. Elia dégaina son épée, disant que c'était comme ça que ça marchait. L'homme essaya de dire que la famille Malone avait de grandes réalisations au service de la famille Marcus, mais elle le rejeta simplement comme rien. Elle lui dit d'arrêter de taillader à nouveau, et ainsi le chevalier continua. À la résidence noble du château d'Izu, Jurnanox réveilla le jeune maître en l'appelant plusieurs fois. Irène se leva, demandant ce dont il avait besoin. Le forgeron dit que c'était presque l'heure du déjeuner.
De plus, le capitaine Elliot était là pour le voir. La jeune fille apparut vêtue d'une robe noire, demandant si son fiancé avait bien dormi. Le protagoniste était totalement déconcerté. Il demanda ce qu'il y avait avec cette tenue. Ilia répondit que Irène devrait venir chez elle. Son père lui avait ordonné de l'amener, et elle demanda s'il viendrait. Le protagoniste pensa que de près l'appeler la plus belle femme du monde n'était pas une exagération, et il dit qu'il le ferait certainement. Ilia dit qu'elle l'attendrait devant, et il devrait se préparer à partir. Euron commença à raisonner un peu. Il remarqua que sa faveur n'avait fait que croître depuis qu'il l'avait aidé une fois. Dehors, le protagoniste appela Ilia et s'excusa de l'avoir fait attendre. Les gens à l'extérieur glorifièrent le chevalier au sang de fer, Lady Ilia, qui vainquit à elle seule le guerrier ORC, et la gloire était à elle. Euron pensa que ce titre lui avait été donné parce qu'elle n'avait pas abandonné même face à la mort. C'était la même chose que dans le roman. Les gens crièrent aussi qu'il était leur Euron, le mage de fer, et qu'il était extrêmement beau. Le protagoniste était perplexe par cela, pensant que ces surnoms se répandaient à partir des témoignages de soldats. Il pensa qu'il l'avait vu manipuler des sphères métalliques et pensèrent qu'il était un mage tandis qu'Ilia l'appelait soudainement. Elle dit qu'elle l'avait mentionné auparavant, mais elle était très reconnaissante d'avoir été sauvée 2 fois. Le protagoniste dit qu'elle n'avait pas besoin de le mentionner. C'était naturel. La jeune fille annonça qu'à l'aube, elle était allée dans la forêt pour récupérer les corps du terrible champ de bataille. C'était déchirant de les voir tous autour de la forêt. Puis elle réalisa quelque chose. Si ce n'avait pas été pour lui hier, ils auraient fini de la même manière. Le protagoniste baisse les yeux pensivement. Elia déclare qu'elle s'entraînera plus dur et deviendra plus forte. Elle dépasserait tout le monde sans exception et ne serait plus jamais vaincue, tandis qu'Euron pense qu'elle a vraiment éclos son talent. Les mages préparèrent le portail vers le domaine de Marcus. Elia dit que comme ce n'était pas loin, son père envoya des mages de la famille. Ils devraient y aller rapidement, se rencontrant au milieu du portail. Ces mages commencèrent à conjurer, et une magie de téléportation fut effectuée. Euron et Duranox furent étonnés par cela. Ilia mentionna que cela faisait un moment qu'il n'avait pas visité son territoire. Le protagoniste pensa que le paysage changea en un clin d'œil, se sentant un peu étourdi. Girinox demanda si toutes les familles nobles avaient de telles immenses résidences. Quoi qu'il en soit, il semblait que le protagoniste était appelé pour un repas. Dans l'histoire originale, le protagoniste ne mangeait que de la soupe de Turin du domaine du marquis chaque jour. Mais aujourd'hui, il goûterait enfin à la vraie cuisine noble. Le marquis accueillit son gendre en disant à Yurin d'entrer. Yurin essaya de s'incliner, mais le marquis lui dit de simplement s'asseoir car aucune formalité n'était nécessaire. Le jeune homme accepta simplement et s'assit en face d'Ilia. Marcus dit qu'il devrait d'abord le remercier. Parce qu'avant d'être sa fiancée, elle était sa fille, et il lui était reconnaissant d'avoir sauvé la vie d'Ilia. Le protagoniste dit que ce n'était pas grand-chose, juste quelque chose qu'il devait faire. Puis le repas leur fut apporté. Le protagoniste attendit anxieusement qu'il soit révélé. C'était le costume spécial de Turin de la famille Marcus. Le marquis dit que, comme la famille Rock, ils avaient leur recette secrète, et leur tradition était de manger Turin après une bataille. Alors s'il vous plaît, vous devriez l'apprécier, et Yaron le remercia pour la nourriture, essayant de se convaincre qu'il était capable. Soudain, pendant qu'il mangeait, le marquis demanda quand il prévoyait de se marier. Le protagoniste était confus, et le marquis dit qu'il s'agissait de sa fille. Euron pensa que ce devait être un test. Le marquis ne l'aimait probablement pas car son affection était de -10 même après avoir sauvé sa fille. Alors il répondit qu'il se marierait maintenant s'il le pouvait, et Alia était embarrassée par cela. Le protagoniste continua qu'il n'était pas l'héritier de la famille, et son passé troublant faisait que les gens le méprisaient. Pour être digne d'Ilia, il se changerait, et une fois qu'il deviendrait héritier, il la prendrait comme épouse. Lamarck demanda s'il pensait que cela était possible, car il avait entendu dire que son jeune frère était considéré comme un génie. Pensez-vous vraiment que vous pourriez le surpasser et devenir HR? Euron répondit qu'il en était certainement capable. Le marquis rit et dit qu'il avait vraiment changé, comme le prétendaient les rumeurs, et qu'il le soutiendrait. Mais il changea de sujet en mentionnant qu'avant l'arrivée d'Euron, un message était arrivé de Wellington. Sa présence avait déjà atteint la famille Rock et quelqu'un l'en avait informé par communication magique. Le protagoniste demanda ce que son père avait dit, et le marquis répondit qu'il devrait communiquer après le repas. Le protagoniste le remercia simplement et regarda Ilia pendant qu'elle mangeait, se demandant pourquoi elle était de nouveau de mauvaise humeur. Quoi qu'il en soit, il semblait qu'il avait réussi à faire bonne impression sur Marcus. Dans une autre pièce, la communication commença. Un mage prit l'orbe jusqu'à la maison des Rocs, puis commença à projeter l'image du Seigneur. Le protagoniste pensa que c'était comme un projecteur ou un appel vidéo. Le jeune homme interpella son père et demanda pardon, tandis que son père maudissait le morveux. Mais il demanda ensuite s'il avait été blessé quelque part, et le protagoniste le nia. Wellington changea immédiatement de sujet, voulant savoir s'il était vrai qu'il avait sauvé Ilia et vaincu un guerrier ORC. Le protagoniste répondit qu'il avait seulement eu un peu de chance. Son père comprit et dit qu'il entendrait les détails à son retour et voulait savoir quand il rentrerait à la maison.
Euron décida qu'il reviendrait après-demain. Son père l'avertit d'amener son frère à son retour, laissant le jeune homme choqué. Le marquis dit que Irène partirait tôt demain, mais ce serait bien qu'il reste quelques jours de plus, et Irène répondit qu'il le voulait bien. Cependant, son père lui avait confié une tâche. Le marquis dit que c'était dommage, mais qu'il fournirait un portail magique pour qu'il puisse voyager confortablement. Irène soupira un peu, mais décida de refuser, peu importe sa gratitude. Il était à un niveau où il devait améliorer ses compétences en s'entraînant lui-même, et il vaudrait mieux ne pas se détendre avec une téléportation. Le marquis dit qu'il était vraiment devenu une personne différente. Il était impatient de découvrir à quel point Euron deviendrait fort, et le protagoniste le remercia. Ilia sourit à cette réponse, et Euron s'agita. Elle a dû aimer ça. Dehors, le protagoniste pensa qu'il avait une raison de ne pas utiliser la téléportation de la famille Marcus. Gyronox dit que le chemin vers la capitale était dans l'autre direction, et Euron avait dit qu'ils y allaient. Le protagoniste annonça qu'il devait s'arrêter à un endroit avant cela. La grande montagne à côté de la marque était connue sous le nom de Clairière du Dragon. Juranox remit cela en question, disant qu'il voulait y aller avant de se rendre à la forge. Il demanda si le jeune maître ferait également un vœu, mais le protagoniste le nia. Au lieu de cela, il prendrait possession d'un trésor, pensant que c'était quelque chose que le protagoniste original trouverait plus tard. Ils continuèrent à marcher à travers cet endroit. La grotte appelée la Clairière du Dragon était la maison de l'espèce dans les temps anciens. Son subordonné commenta qu'il était tôt, mais qu'il y avait beaucoup de monde. Il demanda s'il y aurait vraiment un trésor là-bas, mais le protagoniste dit que c'était faux et que le monde était plein de secrets. Alors Juranax devrait suivre car ils allaient à l'avant de la montagne, et Juranax accepta. Ils marchèrent et le forgeron respira bruyamment, commentant qu'il n'y avait rien là-bas. Le protagoniste se demanda si c'était ça, l'entrée qu'il avait configurée en forme de portière de voiture. Il regarda autour de lui en se demandant si quelqu'un était à proximité. Le protagoniste décida qu'il allait simplement ouvrir la portière de la voiture. Ils furent étonnés lorsque la porte prit soudainement forme et s'ouvrit latéralement. Jaronox dit que c'était tout à fait impossible, mais le protagoniste décida qu'ils allaient simplement entrer. Ils marchèrent à l'intérieur jusqu'à ce que la pierre se referme. Le forgeron remarqua que c'était plus lumineux qu'il ne s'y attendait, voyant que c'était une pierre précieuse. Urine lui dit de ne pas y toucher car un piège serait déclenché. Jaronox demanda quel genre de piège c'était, mais le protagoniste expliqua que tout l'espace deviendrait probablement une mer de feu. Il y avait de nombreux pièges autour, alors Gyronox devrait rester près de lui, et le forgeron accepta simplement. Ils marchèrent vers un hôtel en le faisant face. Gyronox dit que c'était incroyable, mais qu'il n'y avait rien dessus. Le protagoniste demanda si Gyronox savait ce qui était caché derrière. Comme la fausse clairière du dragon se terminait là et derrière ce mur, il sentait l'énergie des gens. Maintenant, il priait pour eux deux. Le protagoniste décida qu'ils allaient quand même regarder le trésor, en poussant la poignée sous l'autel et l'entrée ouverte, et Gyronox dit que c'était incroyable. Tout cela était 3 sacs de pièces d'or. Yorin ramassa une boîte, pensant que c'était plus précieux que les pièces. C'était le jade du guerrier avec un effet de renaissance, essentiel pour devenir plus fort. Ils avancèrent, et Juranox demanda où ils devraient aller. Yorin répondit que c'était à la tour de magie du château de Hézu. Le forgeron dit que même à cette heure, de nombreuses personnes priaient encore devant. Puis le jeune homme remarqua une présence et une pression calme. Il utilisa l'œil du créateur sur cette femme. Cependant, rien ne se passa, et le protagoniste pensa qu'elle n'apparaissait que plus tard dans le roman. Jaronox demanda ce que c'était. Le protagoniste se demanda comment son aura était si puissante. Elle était une existence qu'il ne pouvait pas vaincre maintenant, alors il devait sortir de là très rapidement.